Le podcast Entre deux chaises de métal vous est présenté par Table Rustique. Table Rustique, une compagnie québécoise qui vous fait des meubles fabriqués à la main en bois. Tablerustique.ca, Table Rustique sur Facebook. Allez les voir pour les encourager. Et par Gourou, la boisson énergisante biologique québécoise depuis 1999. Bon podcast. Master. Bonjour, bienvenue du 22 octobre du podcast de lutte Entre deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par l'Encyclopédie de la lutte, moi-même TJ Holiday. Et aujourd'hui, Marco, it's Sting! L'homme qu'on appelle Sting! Oui, à pas confondre avec le chanteur de The Police, le Sting. Ouais, c'est dur avec Sting parce qu'il y a bien des affaires qui ressemblent à bien des affaires. Mais quand tu tapes sur Google Sting, il faut que tu marques W après parce que Ouais. sinon ça te donne le Sting qui chante. Absolument. Ouais. Mais- On chante avec Sting, sa biographie, évidemment, pardon. Donc, on va voir ça aujourd'hui au podcast magnifique En geste de métal. Avant ça, comment ça va, toi? Moi, ça va bien. Ouais, Semaine de merde, mais ça va bien parce que c'est l'heure du podcast. C'est vrai, hein? Quand on enregistre à la fin de la semaine, là, on est bien content. Oui, on ne veut pas briser la magie, mais on enregistre une journée avant que le podcast sorte. Je pense qu'ils savent à ce qu'on tape avant. Là. Es-tu certain de ça? J'ose croire qu'ils sont assez brillants Parfait. pour le savoir. Je remercie les fans de Deux chaises de métal. Beaucoup de bons commentaires sur l'avenue de Sting aujourd'hui. J'ai eu des petits messages dans les DM. Merci. Oui, aussi des bonnes réactions pour le BTI qu'on a fait, le vlog à Toronto. Il était cool, hein? Il était cool. Oui, pour vrai, il était vraiment bon. J'ai écouté 2-3 fois, il était vraiment bon. Ouais. Moi, mon passage préféré, c'est que quand TJ parle de Wardlow, là, je pense que j'ai écouté le podcast, pas le podcast, mais la vidéo 2 fois, mais ce bout-là au moins 6 fois. Ça me fait rire Ouais. à chaque fois aux larmes, je le dis. Ouais, les émotions, on a pris pour leur grade au Rampage. Une change pas shapée de même. Sinon. Fait qu'allez voir ça sur YouTube, évidemment. Puis en plus de sur YouTube, de tous nos podcasts, puis du blog qu'on vient de parler, on a aussi, on est disponible en audio sur Balado Québec, Spotify et Apple Podcasts. Apple Podcasts, on est rendu à 102 podcasts. Wow! Quand même pas pire. Hein. Puis sinon, on approche des 250 en général? Pas loin? En Hein? général, oui. Wow! Le nombre exact, je sais pas. On a déjà parlé avec une couple de semaines entre nous autres, le nombre qu'on était rendu, mais on l'oublie tout le temps. Ouais, on va essayer à partir de l'année 2023, on va essayer de mettre des chiffres sur les podcasts. Je sais qu'on peut le faire. Là. Je pense que je vais mettre les épisodes à partir de 2023, ça va être le fun. Ouais. Puis aussi, évidemment, sur YouTube, on retrouve aussi la série MyGM de W2K22 qui tire à sa fin. En fait, ça se termine ce lundi. Le Rise and Fall. Au moment parfait, diraient certaines personnes. Oui, ça se termine avec WrestleMania, on est rendu là. Avec, évidemment, pour ceux qui suivent la série, ben, c'est très serré. Ouais. Hein? Fait que, allez voir ça ce lundi à 19h sur YouTube. Puis pour ceux qui en mangeaient la série 2K22, le lundi soir, on a un remplacement pour vous autres aussi divertissant et même plus d'après moi. Wow. Le retour la semaine prochaine, dans 2 semaines, du segment adoré de tous Entre deux collections. Yeah! Ben en fait, le segment préféré de tous, sauf mon compte de banque. Ouais, lui, il t'écrit souvent pour te dire arrête parce que je t'ai écœuré, mais tu continues pareil, fait que c'est ça. Ouais, mais là, j'ai arrêté. Là. Ça fait arrêté? exactement 3 jours que j'ai rien acheté. Bravo. Puis, non, mais c'est ça. C'est qu'il achète beaucoup. Il achète plus que moi à cette heure. Ouais, c'est de ma faute. Je m'excuse, c'est de ma faute. Parce qu'avant les auctions de la CWC, j'allais les voir sur Facebook, justement, les Canadian Wrestling Collectors. Ils sont dus pour en avoir une, par exemple. Hein?
Ouais, un auction, j'ai hâte qu'il y en ait d'autres aussi pour vrai, là, parce que évidemment, il y a LWE aussi là, qu'on voit souvent, mais CWC existe aussi. Fait qu'on allez les voir sur Facebook. Puis même s'il n'y a pas d'auction en ce moment, il y a tant des posts tous les jours avec du monde qui vend des affaires ou des affaires importantes, dans la nouvelle sortie de figurines qui s'en viennent, parce que je ne sais pas si tu sais, mais il y en a des méchantes belles qui s'en viennent. Ah oui? Oui. Ah oui, il y en a beaucoup. Et tu sais très bien de quoi je parle. Fait que fais pas à semblant. Fait qu'allez voir ça, CWC sur Facebook. Mais sans plus tarder, oui. À cette heure qu'on a fait, on a tout parlé de nos plugs et tout ça. On est prêt pour la bio de Sting. Es-tu prêt? Je suis prêt, mais moi aussi, j'ai une plug juste avant, mon cher TJ. Parce qu'on est dans le mois de l'Halloween, hein? C'est vrai. Fait que, tu sais, Sting, c'est pas l'Halloween, mais il y a beaucoup de maquillage. C'est un peu thématique, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Évidemment, la semaine prochaine, on va vous en parler à la fin du podcast, mais on a un autre show d'Halloween qui s'en vient. Oui. Mais j'ai un nouveau podcast qui s'en vient le 31 octobre, mesdames, messieurs. TJ va être le premier invité, évidemment. Ça va de soi. Et ça va s'appeler Le Ring de la Terreur avec ce magnifique thumbnail. Pourquoi tu ris? Ben, parce que c'est drôle comme titre, Le Ring de la Terreur. Ça, c'était pas le mien que j'ai donné, mais ça va être encore plus drôle. Fait qu'on va parler de horreur et lutte. Donc, des films d'horreur, des films de lutteurs qui ont participé dans des films d'horreur, des gimmicks d'horreur, tout ce qui a rapport un peu. Et ça, c'est en association avec Sur la route de l'horreur et un nouveau show qui va arriver à partir du 31 octobre. On va vous en reparler la semaine prochaine. Ouais, Steve qu'on a au podcast récemment aussi. Steve Villeneuve, exactement. Allez le suivre. Puis, le premier sujet, ça va être le personnage de l'Undertaker. Donc, on va faire 30 minutes parce que c'est 30 minutes le midi aux 2 semaines pour le Ring de la Terreur. Puis, pour ne pas voler la phrase des autres, il y a beaucoup de meat on the bone pour l'histoire de l'Undertaker. Ouais. Un peu comme moi sur mon corps. Ah ben ça, j'ai rien dit, c'est toi. Parfait. Fait que là, on commence aujourd'hui avec Sting, un personnage, mon Dieu, que en parlant de meat on the bone, il a fait du millage pas mal. Oui. Il en fait encore? Il en fait encore à 63 ans, and counting. Incroyable. On espère que ça n'arrêtera pas demain. OK, parfait. Sting, évidemment, un athlète né, était un joueur de basketball et de football, mon cher TJ, dans ses belles années à l'école, au collège. Ta petite jeunesse. Oui, et pour ceux qui ne savaient pas non plus, avec la shape qu'il avait, c'était un bodybuilder. Et non. Je te jure. Mais voilà, je ne crois pas. Il y a eu beaucoup de succès dans le bodybuilding, comme plusieurs lutteurs, mais Sting s'est fait remarquer. Ce qui est drôle, c'est que c'est le monde de la lutte qui a remarqué Sting dans le bodybuilding et pas le contraire. Okay. Sting était un fan de lutte, mais pas tant que ça non plus parce que ses parents étaient pauvres, il n'y avait pas le câble, donc il ne pouvait pas regarder les shows de lutte. Et évidemment, il était fan, mais il ne pouvait pas. Mais il est tombé en amour avec la lutte dans un house show de la WWF quand il est allé voir ça live. C'est à partir de ce moment-là que Sting a décidé qu'il allait s'entraîner pour devenir un lutteur, mais le monde de la lutte aussi, là, dans les gyms, faisait de l'œil à Sting, à Steve Borden dans ce temps-là, parce que c'était pas Sting. Ouais. Il faisait de l'œil pour peut-être le recruter, parce qu'on sait que le monde de la lutte aimait ça recruter des gros gars, des gars physiques, des beaux physiques, un peu comme ton Wardlow d'ailleurs. En effet, oui, le magnifique Wardlow. Sans savoir nécessairement s'il y avait des talents athlétiques, mais aimait ça des gars en bonne shape. Donc, il a commencé à s'entraîner. Et pour faire ses débuts dans la lutte des circuits indépendants, il avait le nom de Flash. Donc, je trouve que ça y va bien en plus, ce nom-là. Je ne sais pas pourquoi. Ben oui. Sans savoir qu'elle allait devenir quelqu'un de coloré. A pris le nom Flash. Et été approché rapidement par la Continental Wrestling Association. Pourquoi tu ris? Vas-y, tu fait équipe avec Sébastien Benoît? Flash. Wow, OK. Tu m'as coupé là, c'est toi qui as... J'ai rien dit, moi, là. Il a été recruté par Continental Wrestling Association, mon cher TJ. Oui. Et à ce moment-là, il y a 2 gars. Et en fait, si vous avez écouté le documentaire Dark Side of the Ring par rapport à un certain Ultimate Warrior, sachez que, et voilà, dans le bodybuilding, c'est Sting, si je ne me trompe pas, qui est allé chercher. C'est Sting qui est allé chercher Warrior ou le contraire? Ça, je ne suis pas sûr, par exemple. Ça va être cherché en même temps, les deux. Je pense pas qu'il y a un qui a recruté l'autre. Ils se sont rencontrés, puis ils sont allés en même temps à la Continental Wrestling Association.
Puis deux beaux jeunes hommes musclés, deux gars en très bonne shape. Oui, oui. Et rapidement, dans cette fédération-là, ben, ils ont fait une équipe. Oui. Les Blade Runner, comme le Flash film. et Rock, c'est ça? Flash et Rock. Je ne sais pas si ça avait probablement que c'était à cause du film. Le film était des mêmes années. Je pense que c'était en 1986, Blade Runner. Donc, c'est très possible. D'après moi, ça fait du sens. Ça, c'était en 85. Fait faudrait que je regarde. Non, c'est un peu plus vieux que ça, Blade Runner. Je pense que c'était en 78 finalement. Fait que là, en tout cas, on s'assure pas ces dates, mais d'après moi, il y a quelque chose là-dedans. On se signe jamais, nous autres, anyway. Comment qu'est-ce que tu dis? On se signe jamais, nous autres, anyway. C'est bien rare. C'est très rare. On est très harmonieux. Ouais. Hey, j'avais une photo des deux, puis je l'ai perdue. Ça, c'est plate en maudit, par exemple. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est très grave. Ben non. Mais les deux lutteurs avaient un style très coloré. Je trouvais qu'ils ressemblaient un peu aux World Warriors, mais les World Warriors des débuts, avec un maquillage, j'allais dire un maquillage subtil, mais c'était pas tant subtil. Mais tu sais, juste les yeux peinturés en noir. Ah ben tiens, je l'ai la photo finalement. Pour ceux qui l'écoutent sur YouTube. Là. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, la bouche toute en noir avec. Ça ressemble quasiment à une araignée, puis les yeux peinturés noirs. Ça faisait peur, pas à peu près. Donc, avec leur grosseur et tout, était intimidant. Look recherché par le Warrior à l'époque et Sting. Donc, les Blade Runners qui ont fait équipe ensemble. Malheureusement pour Steve Borden, ben, Ultimate Warrior a été recruté par la WWF en 1986 et est devenu un personnage épique. Oui. Le pire là-dedans, c'est que c'est vraiment drôle parce que imagine, là, ça aurait été le contraire. Là. Ça aurait été Sting qui se fait recruter par la WWF, puis c'est l'autre qui va à WCW. Je ne sais pas si les chemins seraient arrêtés pareil, s'il y avait de la longévité pour Sting ou whatever, je ne sais pas. Mais c'est un what if quand même intéressant. Je pense que si Sting. L'affaire, c'est que si Sting avait été à la WWF, est-ce qu'il y aurait eu un personnage aussi coloré? Je pense pas. Ben, je pense que s'il n'y aurait pas dans le même veine que le Warrior, puis même que contrairement au Warrior. C'est vrai. Contrairement au Warrior, il faisait les meilleurs promos, en tout cas aussi. Là. Ouais, puis c'est un meilleur worker dans le ring vraiment de beaucoup. Là. Exactement. Wow, ouais, j'avoue que c'est un méchant. J'avais pas pensé à ça, mais ouais. Si tu fais le changement, là, c'est peut-être différent complètement. Aïe, aïe. Ouais, puis j'aurais tellement préféré Sting. Mais quoi que je dis ça, mais j'étais fan du Warrior aussi. Fait que... ouais, le Warrior, là. Je suis plus un grand fan du Warrior que de Sting, là, ben, franchement. Là. Ben, en même temps, je t'avoue que dans ma jeunesse, oui. Ouais. Mais j'ai un parti pris aussi parce que le Warrior, dans ma jeunesse, c'était genre mon top guy, là, vraiment. Ouais. Toi, ouais, c'est vraiment. Ouais. C'était contre Hogan en plus, souvent. Fait que... Ouais, c'est ça. J'étais plus un Hogan guy, jusqu'à temps que je sache que c'est une très bonne personne, mais ça n'enlève rien à sa carrière. Sinon, Sting joint Eddie Gilbert et Rick Steiner en équipe au moment où Ultimate Warrior est départi et s'en va vers d'autres cieux. Et Sting adopte un style très coloré avec les cheveux blonds qui nous rappelle un peu un chanteur, TJ. Sting? Sting, mais voilà. OK, ben c'est bon. Là, t'es comme, hein, de quoi qu'il parle? Ben oui, c'est Sting. Alors, mais Sting. oui, c'est ça. Fait que son style coloré, du maquillage avec les cheveux blonds, il ressemblait aussi un peu à... Hey, j'oublie son nom, là, mais... Un autre chanteur qui avait les cheveux blonds et qui était maquillé avec un éclair. Là. Hey, David Bowie. David Bowie. Ah, David Bowie, ouais. Fait qu'un peu un peu Billy Idol aussi. C'est vrai. T'as raison. Ouais. Fait qu'un peu de Sting, Bowie puis Idol. C'est un beau mélange de chanteurs très populaires à ce moment-là. Ouais. Et au moment où ce qu'elle allait devenir le champion de la fameuse Conditional Wrestling Association, ben cette promotion-là s'est faite racheter par Jim Crockett Promotion. Donc, vous allez voir, là, c'est un truc qui arrive souvent là, dans la carrière de Sting, c'est que les compagnies pour qui ben, soit qu'ils se font racheter ou disparaissent à jamais. C'est ça. Donc, Jim Crockett Promotion qui rachète Sting. Puis, heureusement pour Sting, quand il est arrivé à Jim Crockett Promotion, ben, Jim Crockett voyait Sting comme une star aussi et surtout le booker. Ouais. Qui était Rhodes, bébé. The American Dream, il a l'œil pour le talent.
Ouais, Donc, effet, Dusty Rhodes qui avait Sting dans sa soupe ainsi que Jim Crockett. Et Sting a gagné son premier titre télévisé contre qui, mon cher TJ, tu le sais-tu? Contre un jobber, je pense. Hein? Un très bon lutteur qui est devenu plus tard quelqu'un qui nous prend nos taxes. Mike Rotunda, le fameux IRS de la WWF, un de mes préférés, le père de Bray Wyatt, je tiens à le mentionner. Et le frère de Barry Windham. Et le frère de Barry Windham. Ouais, regarde. Par la porte. Tu sais, IRS, mon problème avec lui, c'est pas qu'il est un mauvais lutteur. Là, il est correct. C'est juste qu'il est boring as fuck, c'est tout. Ça dépend. Regarde, j'ai le droit. Il a l'air fin, par exemple, non? Oh, j'ai rien contre la personne. Là. Moi, je parle, quand je dis que j'aime pas un lutteur, j'ai rien contre la personne, ça me dérange pas. Là. À part quelques exceptions. Là. Mais. Ouais, hein? Genre Triple H, là. Non. Plus de détails plus tard là-dessus. Non, mais tu sais, je l'aille pas personnellement. C'est juste que, comme lutteur, je le trouve un peu plate. C'est tout. Parfait. Sinon, ben, pour enchaîner, Sting, la Jim Crockett Promotion changera. Est-ce que je change de nom? C'est-tu là à ce moment-là que je change de nom? Non, en 88, ouais, c'est ça. NWA, Ted Turner qui va racheter la Jim Crockett Promotion un peu plus tard en 88. Et là, il y aura le changement de nom pour la WCW de Ted Turner qui, évidemment, Jim Crockett qui avait beaucoup de problèmes d'argent à l'époque. Donc, Ted Turner, ben, ouais, il prenait beaucoup de talent des territoires. Là, fait que, évidemment, il y a un documentaire qui est sorti là-dessus, là, sur Crave, je pense aussi, là, qu'il l'a. Allez voir ça sur la guerre des territoires, ça vaut la peine. Je ne l'ai pas vu encore, mais c'est toujours intéressant de voir les behind the scenes de pourquoi qu'est-ce qui est arrivé dans le monde de la lutte quand on était un peu plus jeune ou qu'on n'était même pas né dans notre cas. Oui, en effet. Donc, c'est ça. WCW, Ted Turner change ça pour la WCW. Et Ric Flair, qui est la face un peu qui était la face un peu de la Jim Crockett Promotion NWA, qui était rendu avec Ted Turner. Le top guy. Le top guy, le lutteur des années 80. Là, vraiment, Ric Flair, c'est la superstar. Là. On a beau dire ce qu'on veut sur Ric Flair, sur ses problèmes en dehors de l'arène, mais c'est tout un showman dans le ring, puis tout un lutteur. Ouais. Donc, évidemment, c'est un match parfait parce que quand tu as une vedette montante comme Sting, ben, tu vas nécessairement le faire worker avec tes meilleurs. Puis évidemment, Ric Flair, c'est l'homme on peut dire, c'est l'homme qui a fait Sting. On a juste à se rappeler du premier match qu'ils ont eu ensemble qui a duré 45 minutes. Et ce match-là a été un draw, exactement. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'un draw, donc le Stinger commence sa carrière, ou du moins dans les grosses ligues, toe-to-toe avec Ric Flair dans un draw de 45 minutes. Un Broadway dans le business qui appelle. Est-ce que tu avais vu ce match-là, toi? Est-ce que tu as déjà vu ce match-là? Peut-être, mais si je l'ai vu. Des extraits, genre, ouais. Peut-être, mais si je l'ai vu, ça fait vraiment longtemps, là, pour vrai. Là, surtout dans les années 80, WCW. Là. Je suis plus pas apte, mais je connais plus WCW à partir de 94. Bref, l'arrivée d'Hogan, à peu près, je te dirais. En montant, là, je me débrouille quand même pas pire, mais avant ça, c'est flou, mais j'en connais quand même pas mal quand même. OK. Évidemment, Sting et Ric Flair auront une très grande rivalité et s'échangeront des matchs. D'ailleurs, ils ont fait un deuxième match, cette fois-ci de 1 heure, qui a aussi fini par un draw. Donc, un 45 minutes puis 1 heure. Great American Bash, non? Back-to-back, non? Great American Bash, c'est... C'était le match d'après, exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est quand Sting finalement réussit à battre Ric Flair pour le premier titre, ton premier titre de champion. Merci d'avoir... Pas le fun, ça arrive, ça? Mais t'as le droit de parler toi aussi. Ah non, je sais, je t'en c'est ta bio, mais oui, c'est la Great American Bash où Sting a mis la main sur le titre pour la première fois NWA. Ouais. Parce qu'à cette époque-là, c'était pas encore la Big Gold, donc on était encore dans la NWA. Ceinture très prestigieuse, qu'on va en reparler plus tard, m'a été remis de l'avant par Jarrett, entre autres, plus tard dans l'histoire. Ça, j'avais trouvé ça très cool dans le temps de la TNA, la NWA title. Ouais. Great American Bash, un match que j'ai regardé. Oui. Mais rapidement, TNA, c'est NWA TNA là, au début, fait que c'est sûr que c'est plus facile dans ce temps-là. Oui, exact. Puis donc, Sting est champion, donc le vent dans les voiles un peu, mais ce qui est dommage, c'est qu'un peu plus tard, en 1991, la WCW devient une compagnie indépendante, mon cher TJ.
Donc, à ce moment-là, tous les titres deviennent vacants. Donc, Sting ne sera plus champion, plus personne ne sera champion, mais Sting, qui, à mon avis, du côté de la WCW, si on exclut la WWE, est un des meilleurs champions des États-Unis que la WCW a eu. Il va remporter justement le titre des États-Unis contre un jeune fringant aux cheveux blonds. Et on a nommé Steve Austin. Donc, Steve Austin contre Sting, je t'en ai déjà parlé, je pense que c'est l'année passée ou auparavant au podcast que j'avais vu des matchs. J'avais une vieille cassette dans le temps avec des matchs de Sting puis Austin dessus. Il y avait entre autres un cage match ou un war game qui était là-dedans. Fait que Sting contre Austin, j'ai vu quand même plusieurs matchs à WCW d'eux autres. La cassette sortait d'où, tu te rappelles-tu? C'est genre une cassette noire, un peu une cassette de sex shop, là, que tu ne peux pas savoir aussi que tu vas la louer. Là. Fait que j'avais ça. J'ai aucune idée pourquoi j'avais ça, mais dedans, j'avais des matchs de l'OCW et plusieurs matchs de Sting contre Steve Austin. Fait que ça avait probablement mon oncle. Ouais, je m'en dit peut-être ton oncle. Peut-être qu'il Feu, mon oncle Alain qui avait ça. Ouais, c'est très, très possible. Mais j'en avais parlé une couple de fois au podcast. Puis Sting, puis je trouve que Sting puis Austin, à l'époque, avaient le feu un peu. Ils avaient le même style un peu de lutte. Il était très rapide dans un ring. Austin vendait mieux que Sting, par contre. Là. Peut-être qu'Austin était un petit peu plus technique que Sting, peut-être, à mon avis. Là. Ouais? Ben, je sais pas de beaucoup, là, mais juste assez. Je sais pas. En même temps, Sting, c'est plus dur d'être technique quand t'es un lutteur babyface, là. Parce que ce qui fait ta force, c'est ton début de match puis tes comebacks, là. Tandis que travailler technique, c'est plus le heel qui travaille un body part ou whatever, là, qui travaille la jambe, travaille le cou. Fait que c'est plus dur pour un face, mais je trouve qu'Austin est un petit peu meilleur côté technique du ring. Est-ce que tu prendrais. Mettons, tu pars une franchise demain matin, on parlait de What If. Est-ce que tu prends Austin ou Sting? Je prends Sting. Ouais? Ouais, ben là, tu parles autant qu'on parle là, pas overall. Là. Je te demande les deux. Parce que si tu me dis ton coach Steve Austin, je prends son coach Steve Austin avant. Là. Mais si tu me parles, au moment que tu parles de ça, là, quand ce match-là est arrivé, Stunning Steve Austin contre Sting, je prends Sting, c'est sûr. Je prends Sting 10 fois sur 10. Puis, tu sais, à un moment donné, on va faire notre Mont Rushmore de lutteurs. Là, on va faire ça avec. Je sais qu'on avait déjà parlé avec Alfredo, qu'on voulait inviter du monde, puis y aller peut-être de notre top 5, là, parce que ça va être dur. Là. Mais, tu sais, moi, je pense que Stone Cold va être dans les 2-3 premiers, c'est sûr, mais mettons que tu connais le personnage, l'affaire que tout le monde connaît, mais tu connais aussi les insides du gars, les problèmes du gars, l'attitude du gars. Moi, je pense que Sting est plus un gars que tu bases ta compagnie dessus. Il a l'air d'un gars plus fidèle, non? Ben, les deux, je trouve qu'ils sont pas. C'est pas des malhonnêtes pour autant. Là. Même Austin, tu peux dire, mettons, quand il y a walk-out de la compagnie, whatever, mais je trouve pas que les deux. Là, je parle pas à l'extérieur du ring là, dans la vie de tous les jours. Là. Je parle juste backstage avec le booker. Tout ça. Je pense que c'est deux personnes vraiment qui vont chercher le trouble. Là. Ouais, je pense que Austin est plus une personne. Comment je pourrais dire ça? Émotive. Il était plus impliqué dans son personnage que Sting peut l'être aussi, à mon avis. Là. Parce qu'avec le booking que Sting a eu, son personnage s'est fait maganer une couple de fois. Là. Ouais. Mais en même temps, c'est pas pareil. Là. Sting, c'est un gars plus dark, tandis qu'Austin, ben, c'est le contraire d'être dark. Là. C'est vraiment genre in your face attitude. Là, fait que... OK, parfait. Donc, très intéressant. Et là, je sens que je vais toucher une corde sensible du côté de TJ, puis une corde sensible du côté de moi aussi, parce que après ces matchs contre Steve Austin, bien évidemment, Sting est allé dans une rivalité qui deviendra une rivalité un peu émotive, parce que contre un de ses meilleurs amis ever, donc Lex Luger. Yes. Pour ceux qui ne savent pas, là, Sting et Lex Luger sont très, très, très proches, même à ce jour. Moi, je pourrais même dire que Lex Luger doit quasiment sa carrière à Sting, là, dans le sens que... Remets l'image 2 secondes. Ouais. Pour ceux qui sont sur YouTube, il y a une photo plus iconique qu'avoir Sting, Lex Luger puis Nick Patrick en arrière. Justement, on va en reparler de ton Nick Patrick tantôt, monsieur iconique. C'est pas de sa faute. Là. Monsieur iconique, hein? Mais non, il y avait le soleil dans les yeux. Mais oui, comme je disais, Lex Luger et Sting, leur chemin s'est croisé tôt dans leur carrière, puis se sont jamais lâchés pour autant.
Quand je disais que Sting, Luger devait peut-être sa carrière à Sting, c'est que je pense que Sting a été un point tournant du deuxième sub de la carrière de Luger après que Luger se soit fait littéralement screwer un peu de son spot de main event de la WWF. Là. Même si j'aime pas Luger, je pense qu'il s'est fait carrément avoir. Là. Ouais, mais il a pris vraiment le rôle de grand frère avec Luger, là, vraiment. Là. C'est pas juste, c'est cliché de dire ça, mais c'est vraiment genre son meilleur ami. Là. Puis, tu sais, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais Lex Luger et Sting ont quand même fait de très, très bons matchs. De très, très bons matchs un contre l'autre. Là. Donc, et en équipe aussi. Là. On parle souvent, mettons, je pense que JBL disait ça dans le temps quand il voyait Randy Orton dans un match. Il dit si tu ferais une superstar des pieds jusqu'à la tête, ça serait Randy Orton. Mais quand tu checkes Lex Luger et Sting à l'époque, tu peux dire la même affaire pour eux autres, à mon avis aussi. Mm-hmm. Tu savais que Sting, son premier titre, non NWA, mais WCW, c'était contre Lex Luger. Ouais, le titre US, je pense. Ouais. Le premier titre champion de WCW. Si je me trompe pas. Quand ils ont été séparés de... Ouais. OK. Quand ils ont été séparés de la NWA, le premier titre de Sting, c'était contre Lex Luger. OK. Si je ne me trompe pas, la ceinture était vacante à cette époque-là parce que Luger l'a gagné plus tard pour la première fois. Là. Très possible, oui. Donc, Sting, c'est ça, c'était son premier titre majeur WCW non NWA contre son ami Lex Luger. Fait qu'il y a quelque chose d'un peu, comme je disais, il y a une histoire derrière ça, deux amis. Puis, plus tard, après ça, on va dire que Luger est revenu à WCW, a été champion aussi pour certains de très beaux moments, pour moi un peu moins. Mais tu sais, ça n'enlève rien au personnage. Là, il a gagné quand même. Oui, il a gagné partout ce qui a été ou presque. Le plus dur est à venir pour Sting parce qu'en tant que champion de WCW, comme je l'ai mentionné plus tôt, ben, son plus gros adversaire et le plus rough à ce jour s'en vient. Plus gros, littéralement. Littéralement, champion du Japon, IWGP, 3 fois champion IWGP. On parle de Big Van Vader. Donc, sa rivalité contre Big Van Vader, là, je ne vous l'ai pas mis dans les matchs à écouter à la fin. OK, parfait. Parce que c'est pas les meilleurs matchs, parce que j'ai tout le temps les suggestions à la fin des bios maintenant. C'est pas les meilleurs matchs, mais allez voir ça parce que c'est rough. Big Van Vader était rough. Là. Checker le strap match. Je pense qu'il y a un match de strap entre les deux. Là, qui est vraiment. Il n'a rien envie au match d'aujourd'hui, vraiment pour vrai. Là. Mm-hmm. Puis à ce moment-là, Sting et Vader se sont échangés le titre une fois chaque. Ouais. Une très, très grosse rivalité quand même. Rivalité qui a été remportée à la fin par Vader, évidemment. Vader avait le vent des voiles. Là. Venant du Japon, on sait qu'au Japon, Vader a une très, très grosse carrière. Là. Ouais, il avait battu Inoki justement pour gagner un titre là-bas, si je ne me trompe pas. Là. Oui, exactement. Ouais. Exactement. Il l'avait pas juste battu, il l'avait carrément massacré. Ouais, donc, quand même, quand tu massacres une grosse star du Japon comme ça et que t'es pas de là-bas, ça veut dire quelque chose. Ouais. Un gaijin, je pense qu'il appelle, c'est ça? Il me semble que c'est ça le terme. Oui, c'est bon ça. Wow, je ne savais pas que tu savais ça, bravo. Ouais. On t'avait à se mettre un thème du Japon. Parfait. Pas besoin. Pas besoin de personne pour chanter le thème. Parfait. Et pendant un match, justement, Big Van Vader littéralement brisé 3 côtes de Sting avec son splash, la deuxième corde. Donc, premièrement, des côtes, ça fait mal quand c'est brisé. Deuxièmement, ben, quand c'est Vader qui t'es brise. Tu chance de pas de la troisième corde? Ouais, je pense que le ring aussi aurait été brisé à ce moment-là. Il aurait renforcé le ring, comme disait Gorilla Monsoon. Et beaucoup de sang dans cette rivalité-là. Des matchs quand même assez, comme je disais, intenses. Ben, je sais que Vader aimait beaucoup ça, saigner à l'époque. Bladé, comme on dit dans le monde de la lutte. Bon, c'est comme le John Moxley de ce temps-là. Ouais, mais avec du talent. Ah, je m'excuse, Max. Je m'excuse, Max. Ah, les vraies couleurs commencent à ressortir. Là. Ça va être à cause que c'est le printemps. C'est le printemps? C'est l'automne, tu veux dire? Ça sent même affaire. Je connais même pas ces saisons, rendu à 36 ans. Ça va pas d'allure. Je les connais, les autres qui ne me connaissent pas. Parfait. Et cette rivalité-là est même nommée par plusieurs comme la rivalité de l'année entre Sting et Vader à cette époque-là. Donc, très, très, très cool. Mm-hmm. Allez voir ça, pour vrai. Ça vaut la peine. Des combats pour hommes, c'est violent. Là. Ceux qui n'aiment pas la violence gratuite, je pourrais dire ça comme ça, regardez pas. Mais ceux qui n'aiment pas la violence, regardez pas la lutte non plus.
Ben, c'est ça, en partant, faut que si t'écoutes la lutte, c'est parce que t'aimes un peu la violence. Là. C'est quoi l'expression qu'ils disent? C'est pas du ballet. C'est un ballet, that's it. C'est ça. Fait en 93, cette rivalité-là, mon cher TJ. Sting va quand même s'en sortir amoché de cette rivalité-là et va avoir de très bons matchs par la suite avec, entre autres, un de mes préférés, le beau Rick Rude. Oui. Donc, il va y avoir d'autres matchs pour le titre US parce que Sting va remporter d'autres fois le titre des États-Unis à ce moment-là. Ouais. Match contre Rick Rude, on l'a vu justement il y a pas longtemps, là, me semble, à Spring Sabbath 94, non? Oui, exact. Ça fait partie des... C'est-tu 94? Ben oui. C'est là qu'on a fait, ouais. Oui. Fait que c'est ça. On est rendu justement à 94. Fait que ça, on est un peu dans le range avec le Rick Rude et compagnie. Mais, dans un moment historique, on va approcher de peut-être les années que les fans de lutte connaissent un peu plus. En 1995, le beau Sting va rencontrer sur son chemin, encore une fois, et ça n'a aucun rapport avec la photo que je vais mettre, encore une fois, Ric Flair dans le premier match de Monday Nitro ever. Et spoiler alert, on va en reparler plus tard dans le dernier match aussi. Ouais, aussi, ouais. Donc, le premier match ever de Monday Nitro, Ric Flair et Sting, une des plus grosses rivalités de Sting depuis qu'il a joint Jim Crockett Promotions / Ted Turner. Je pense que c'est sa plus grosse rivalité, honnêtement. Non? Oh, ouais, c'est ce qu'il a mis sur la map. Ben, tu dis ça, mais celle contre Hogan aussi, là, vraiment. Là. Même ça a été botché par moment. Là. Ouais, c'est ça. Fait que 95, une bonne partie de 95, échanger des matchs contre Flair encore une fois. Mais on va vous amener rapidement jusqu'en 1996 où Sting, ça va un peu moins bien pour Sting. Fait quelques promos laissant présager peut-être un certain changement à son personnage. Les cheveux un petit peu plus longs. Il y avait les cheveux quand même relativement courts, mais là, il commence à avoir une petite coupe champignon. Belle coupe de cheveux que beaucoup de personnes ont eu dans les années 90. Coupable. Non? Okay. Ben oui. Et il va aussi graduellement changer sa couleur pour le châtain. Donc, châtain? Ah oui? Châtain. Il va châtain de ça. Fait qu'il va passer de... c'est qui se trouve drôle à chaque fois. Alors, dis donc ta joke que tu as dit à Toronto. Hein? Celle du moulin? Oui. Ben, je peux pas... Parce qu'on se promenait en auto, puis il y avait un moulin avant. Puis tu dis, hey, c'est un moulin avant, ça. C'est un moulin après, pareil. Parfait. Fait qu'on peut enchaîner le temps que j'ai pris ma gorgée de bière, ça passait bien. C'était excellente, la joke. Oui. Si jamais vous trouvez la joke excellente, marquez-les dans les commentaires. Puis, celui là qui marque tout le temps que ouais, Marco est fatiguant que Tatanka, il va sûrement trouver ça drôle. Ben ouais, parce qu'il y a du goût. Bref. Salut, Daniel. Salut, Daniel. On te remercie de détester Tatanka et Marco. Surtout Marco. Surtout Marco. Ouais, c'est ça. Fait que Sting a un peu perdu son momentum dans les fin des années 95, fin de l'année 95, désolé, début 96. Et ça, ce n'est pas une coïncidence parce que c'est aussi l'arrivée des Outsiders à la WCW de Kevin Nash et Scott Hall. Et à ce moment-là, évidemment, ben, ils ont jumpé. On sait toute l'histoire du fameux jump d'une fédération à l'autre. Fait qu'on a un peu oublié Sting dans ça. Les Outsiders qui beat downaient tous les lutteurs de la WCW un par un quasiment chaque semaine. Là. Oh, TJ Fatchum, parfait. Merci de t'avoir muté pour ça. Et c'est ça, fait un par un. Et jusqu'à temps que, justement, le Stinger, qui était un des gars qui a confronté les Outsiders pour dire là, ça va faire. Le premier. Le premier, exactement. Ouais. Mais il n'est pas venu seul après. Il a amené du backup avec lui. Mais il a amené son vieux chum Lex Luger, évidemment. Il ne peut rien faire sans Luger. Et son deuxième ami, le Macho Man Randy Savage. Le Macho Man, oui! J'ai de la misère à faire Macho Man. Ouais, on vieillit, hein? Ouais, il faudrait demander à Joe McCarthy de faire nos personnages. Il oh bien. Oui! Il est bon, hein, Joe, pour vrai? Surtout Ric Flair. Ouais, il était, pour vrai, Joe McCarthy de LWA, là,
Tu fermes tes yeux, puis on dirait que tu as une promo du lutteur devant toi. Je pensais que tu allais dire tu fermes tes yeux, puis il est beau. Oh, c'est pas gentil. On t'aime, Joe. Wouh! Évidemment, tout ça va amener à un pay-per-view et un match iconique à Bash of the Beach 96 avec le fameux Third Man de Sting, Lex Luger et Macho Man contre Scott Hall, Kevin Nash et le Third Man qui sera nul autre que Hulk Hogan qui va faire qui va donner un deuxième souffle à sa carrière avec son premier heel turn depuis ses débuts avant le Hulkster, dans le fond. Oh ouais, avec Freddie Blassie, là. Ouais, ça fait des années. Puis pour ceux qui veulent avoir plus de détails là-dessus, allez voir notre review de Bash at the Beach 96 qu'on a fait d'une couple d'années. Allez voir ça sur YouTube, Facebook, non pas Facebook, YouTube, Apple Podcast, Spotify et Balado Québec. On est rendu là, hein, une couple d'années. Ça commence à faire longtemps. C'est quasiment 3 ans. Au mois de novembre, ça va faire 3 ans jour pour jour, quasiment. Wow! On a fait le pilote de Survivor Series 2019, je pense. Ma deuxième plus longue relation à vie. Après ma l'entendre. Merci. Et pour ceux qui ne savaient pas, Sting était le plan B pour être le third man de la NWO parce que Hogan a hésité longuement, très longuement, à choisir le clan des méchants parce qu'à l'époque, Hogan était le top babyface, celui qui faisait le plus d'argent. Ouais. Évidemment, un peu comme que la merch marche aujourd'hui, les faces vendent plus de merch. Les royautés. Donc, les royautés, mais Hulk Hogan a changé tout ça au milieu des années 90 avec son heel turn et la NWO, parce qu'à ce moment-là, c'est devenu cool d'aimer les méchants. Ouais. Ça aussi, c'est un autre... Ouais, en effet, ouais. Ça aussi, c'est un autre what-if important, là, parce que si Hogan, il a des cold feet, puis il dit non, finalement, je ne le fais pas, brother, puis c'est Sting qui prend sa place, puis Hogan, il faut un NWO. Je pense qu'un NWO vont durer peut-être 2-3 mois, parce qu'Hogan va les battre, puis ça va être that's all. Puis en plus, là-dedans, ce qui est le fun, c'est que Sting aurait fité avec la NWO, il était déjà black and white déjà. Pas déjà, mais éventuellement, il était pas être black and white, mais il aurait été, le lendemain à Nitro, il est revenu et il aurait été black and white comme qu'on le connaît aujourd'hui, puis ça aurait été vraiment ça aurait été cool, évidemment, mais ça aurait été quelque chose d'intéressant à voir aussi, là, comment que Sting était genre la face de la compagnie, tout en babyface que le monde aime, puis là, d'un coup, non, moi, je suis un trou de cul, puis je m'en vais avec eux autres. Mais est-ce que Sting aurait été black and white s'il avait été dans la NWO? Parce que, oui, mais son personnage était basé par après, là. Oui, par après, mais même à ça, je pense que ça aurait juste fité, la NWO était black and white, là. Ouais. Puis, tu sais, il faut savoir, on s'en va tranquillement vers le changement de Sting. Donc, Sting à NWO, moi, je pense que Hogan, c'était le choix logique pour plein de raisons. Évidemment, ça a été mal géré par la suite, mais gérer Hogan, c'était c'était pas évident. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est que le Crow, un peu le personnage que s'en va Sting du film de Crow, c'est vraiment une inspiration de ce film-là. Et on l'a déjà dit dans la biographie, mais c'est une idée de Scott Hall qui avait proposé le personnage à Sting. Scott Hall qui était un grand fan de cinéma. Donc, il y avait ça... être créatif et donner aux autres, ça, je trouve ça très cool de sa part. D'ailleurs, c'était son anniversaire il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours, si je ne me trompe pas. Oui, mais parlant de ça, justement, une triste nouvelle qu'on a eue, c'est le décès du fils de Kevin Nash, là, Tristan, je pense qu'il s'appelle, Tristan. Puis il y avait quoi? Il y avait 26 ans, je pense. 26 ans. Très, très jeune. Puis malheureusement, il est décédé la même journée que l'anniversaire de Scott Hall qui aurait eu... combien qu'il aurait eu? 64, je pense? Ouais, 62, je me trompe pas. OK. Fait que, excuse, c'est pas ça. Pour Kevin Nash, c'est pas vraiment un bon moment en ce moment dans sa vie. Non, puis perdre un enfant, c'est jamais facile. 26 ans, quand il a toute la vie devant lui, il a son avenir fait. Écoute, on ne connaît pas la cause du décès encore, mais nos condoléances à la famille de Kevin Nash et à Kevin Nash, évidemment. Nos sympathies à Big Sexy. Oui. C'est pas cool, puis tu vas t'en remettre, mon Big Sexy. Ben oui. Sinon, The Crow, comme je l'ai montré sur YouTube, personnage du film qui a été inspiré par Sting. Faut savoir que Sting a disparu des écrans de la WCW pendant 15 mois par la suite. Puis de temps en temps, il est apparu, il apparaissait dans les coins des arénas.
C'est pas qu'il a disparu, c'est juste qu'il luttait plus, puis il était juste dans les gradins. Puis, ben, il n'a pas lutté pendant 15 mois. Ça, il n'a pas lutté, mais il était là quand même régulièrement. Là. C'est rare, c'est bien rare qu'il n'était pas là. Non, mais il apparaissait, c'est ça. Il a commencé à faire des petits Ben, il y avait son corbeau, il y avait ses. Il regardait de loin qu'est-ce que la NWO faisait, puis en général. Mais plus la NWO, WCW aussi, parce que souvent, il arrivait dans le ring, puis mettons, il avait son bat de baseball, de laisser, mettons, Alex Luger sur le net dos. Puis si le gars, il frappait pas, ben, il savait qu'il était loyal, puis tout. Puis il a fait ça avec beaucoup de monde, les Steiner Brothers, DDP. Il voulait savoir c'était qui les vrais de la WCW qui n'allait pas tourner le back à la compagnie qui aidait à construire, pour reprendre une expression qu'AJ avait pris à SmackDown. La maison qu'AJ avait aidé à construire. Oui, a construit. A construit, exactement. Donc, comme tu disais, tu m'as un peu spoilé, mais c'est parfait comme ça. Puis, il se présentait un peu partout, il testait le roster de la WCW et en même temps disait à la NWO, coucou, je ne suis pas bien loin, mes chers amis. Ouais. Donc, c'est ça. C'est fini. On peut-tu parler un peu du bogus Sting, là? Le Sting de la NWO, là? Vas-y, je te le laisse. Comme, mais c'est ça. Évidemment, NWO, ils ont dupé un peu WCW en faisant penser que Sting était joint à eux. Mais ils avaient engagé un gars pour faire Sting qui s'appelait Cobra avant. Puis c'est lui qui a fait ça. C'est quoi son nom? J'ai sais son nom par cœur. C'est juste là, ça m'échappe parce que je veux en parler. Là. Mais ça, comment il s'appelait? Jeff quelque chose. En tout cas, ça va peut-être me revenir tantôt. C'était pas Jeff Facero, non? Non, lui, il était occupé avec les expos. Okay. Non, c'était pas Jeff Facero. Non, mais ça, c'est lui qui avait pris la place de Sting. Puis évidemment, on s'est rendu compte assez vite que c'était le faux Sting parce que Sting est arrivé dans un match, c'était un Wargame, si je ne me trompe pas. Non. C'est ça, Wargame? Ouais, à Fall Brawl, je pense qu'il y avait Team NWO contre Team WCW. Puis Sting est arrivé au début avec la NWO. Là, tout le monde pensait que c'était le Sting, le vrai Sting. Puis Sting s'est tourné contre nous autres. Non, puis après ça, le gars d'après, c'était le Sting qui est arrivé. OK. C'était pas une Battle Royale, ça, non? Non. C'est plus tard, ça. Ah oui, OK. C'est mon prochain point. C'est pour ça que je te demandais parce que j'arrivais à Uncensored 97 après. Fait que... 96, je pense. 97. C'est très possible. Mais c'est fin de 96, début 97. C'est pour ça. Ouais, c'est ça. C'est plus vers la fin du mois de l'année, c'est vrai. Puis ouais, fait que non, puis je trouve que c'était quand même des storylines le fun, qu'il y a une affaire qui ont fait souvent par la suite, malheureusement. Là. Ouais. Mais pour ce moment-là, je trouve que c'était vraiment nice comme avoir un Sting qui fasse en que c'est le Sting de la WCW, le Sting de la WCW, puis tout le monde le croit, même si c'est pas vraiment lui. Là. C'était un nice touch. Mais Sting aurait été un beau personnage à booker à WWF. Là. Évidemment, dans le temps, il aurait été mieux encadré parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Vince, il y avait le dernier mot, puis souvent, en tout cas, dans ce temps-là, il prenait des bonnes décisions. Là. Ouais. Mais malheureusement, c'est pas ça qui est arrivé. Et là, pendant Uncensored 97, mon cher TJ, pour te relancer ce que tu disais pour ton point, c'est que là, il y avait une Battle Royale avec toute la NWO, et c'est là que Sting est descendu du plafond avec son harnais. Oui. Et qu'il a décidé que... Oui, qu'est-ce que... Non, rien, je ne disais pas ce point-là. Non, dis-le. Il était avec David Desharnais, ah oui? Ouais, t'as raison, t'aurais pas dû le dire. Ben là, c'est ta faute, moi, je t'ai dit que je ne voulais pas le dire. Et c'est là qu'il a enlevé son harnais pour ensuite s'en prendre à l'NWO, mais surtout pour lancer un message clair à Hulk Hogan. C'est toi que je veux, c'est pour toi que je suis ici. Il a pointé son bat de baseball. Son bat de baseball. C'est toi le problème. C'est toi qui mets le poison dans la WCW. Puis moi, je vais te régler ton cas. En tout cas, c'est moi l'antidote. Et ça, mon cher TJ, c'est un match anticipé des fans. Parce que Hulk Hogan contre Sting, c'est un dream match. Et encore une fois, avec ton Nick Patrick avec la moustache en plein milieu. T'es cœur, hein? Merci que je l'aime, Nick Patrick. Donc, à chaque semaine, Sting faisait peur, si on veut, à Hulk Hogan, le pointait avec son bâton, l'empêchait de martyriser la WCW. Se mettait dans son chemin. Ouais. Ça, c'est quelque chose que je me souviens très bien, là, que je commençais un peu plus à écouter la WCW dans ce temps-là, là, quand Hogan puis Sting, puis ça passait à RDS, puis avec les samedis, puis non, c'était les vendredis américains, je pense, hein, c'est ça? Ouais, avec, c'était pas Battleground? Battleground, ouais, c'est ça. Ouais, avec un Gladiator, je sais pas trop. Ouais, exact. Donc, tout ça nous amène à un match
qui aurait pu être iconique. Mais il l'est, mais pour les bonnes raisons. Exact. Un Dream Match à Starrcade 97 où ce que Sting et Hulk Hogan ont bataillé pour le titre de la WCW, mon cher TJ, avec, comme tu as dit si bien, l'arbitre Nick Patrick. Et je vais te laisser expliquer ce qui est arrivé. Ben, en fait, ce qui est arrivé, puis je vais expliquer ce qui devait arriver. Parfait, je vais faire ça pour toi. Oui, fait que, évidemment, dans le combat, évidemment, il y avait une séquence. Hogan a fait sa leg drop, évidemment, c'est son finish de tous les temps, là, vraiment le leg drop of doom, quasiment. Puis, il a fait le compte sur Sting. Il a fait 1, 2, 3, un compte de Nick Patrick. Sauf que dans l'histoire, en général, c'était supposé être un fast count. Sauf qu'on voit clairement, là, en regardant le match, que Nick Patrick a fait un compte très, très, très normal. Fait que c'est ça que la controverse est arrivée là-dessus. Puis, Marco, qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Ben, il y a Bret Hart qui est arrivé dans ce match-là. Oui, après, oui. C'est lui qui a fait dire non, ça ne se passera pas de même, là, un fast count. Puis, évidemment, il a fallu qu'il fasse de quoi avant. Il a frappé Nick Patrick, et évidemment, on sait ce que ça a donné. Oui. Puis, pour savoir aussi que ça c'est arrivé tout de suite après que Bret Hart, puis tu sais, pour te dire que c'est vraiment en 97, c'est que c'est arrivé après le Montreal Screwjob. Parce le mois d'après. Évidemment, c'est ça, le mois d'après. Puis ça, c'était gros parce que c'est Bret Hart qui s'en bat à WCW dans le combat d'Hogan contre Sting. Fait que c'est pas rien, là. Mais, c'est ça, ce qui était supposé d'arriver, c'est qu'évidemment, Sting a fini par être champion avec l'aide de Bret Hart. Donc, bravo, Sting est le champion de WCW. Consécration en battant Hogan. Mais oui, ce qui était supposé d'arriver, c'était le fast count de Nick Patrick pour que, justement, Bret Hart renverse la décision. Mais, selon les rumeurs jamais prouvées à ce point et que personne n'a confirmé, c'est que Hogan aurait payé secrètement Nick Patrick pour pas qu'il fasse le fast count pour que l'histoire... pour que tout tourne en faveur d'Hogan, dans le fond. Pour que ça paraisse à tout le monde qui a vu le match qu'Hogan l'avait battu clean avant. Exactement. Hogan ne voulait pas perdre son match de façon... Ouais, brother. Ça va pas pour moi, brother. Fait que Hogan, un asti de manger de marde, on va se le dire. Ben, avant un peu de continuer là-dessus. Ouais, vas-y. Je suis fâché, là. Des fois, je vais dire de quoi d'intéressant. Okay, fait que, oui, fait que non, je me rappelle un petit peu avant le pay-per-view. Je ne sais pas si c'est vraiment longtemps avant le pay-per-view, mais il y avait un segment de Nitro où Hogan avait reçu en cadeau une boîte dans le ring. Puis on ne savait pas ça venait de qui. Puis quand il a ouvert la boîte cadeau, il y avait sa tête dedans. Oui, c'est vrai. Oui. Puis non seulement ça, tu vois, ben, un peu Hogan a fait un peu comédie. Là, il était les yeux grands ouverts, la bouche, puis il criait en regardant sa tête. Puis c'était vraiment drôle. Puis ça finit le Nitro il montrait Hogan qui avait sa tête. Puis tu voyais au loin, il y avait Sting sur son harnais. Puis il fonçait tranquillement vers le ring. Puis alors Hogan s'est poussé. Puis c'est comme ça que Nitro avait fini. Ça a été un méchant beau cliffhanger avec un très beau visuel. Là, fait que on va toujours m'en rappeler de cette affaire-là. Pour vrai, là, c'est vraiment un très beau segment pour faire terminer un Nitro. Là. Puis, juste en général, c'est un très beau segment aussi. Là. Ben, ça hypait le match aussi, qui n'avait pas besoin de ça pour être hypé. Là. Juste les deux noms, c'était déjà hype. Mais oui, en effet, pour t'envoyer au pay-per-view, c'était magique. Là. C'est le genre de segment que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et malheureusement pour Sting, il ne s'est pas beaucoup remis de ça à la WCW parce que 98 a été une année assez pénible pour lui. Je dis assez pénible, il a quand même remporté le titre pareil de la WCW une autre fois. Il a battu des gars comme DDP, Nash, Hall. Et il a aussi été champion par équipe avec The Giant. Oui, c'est vrai. En 98. Il y a eu des matchs un peu... du booking un peu n'importe quoi, n'importe où. Mais c'était... Because it's WCW. Exactement, ce que j'allais dire. Et une affaire que, quand on était jeune, on tripait. Je me suis déjà déguisé à l'Halloween comme ça. Mais chose que les gens ont peut-être moins digéré de son personnage, c'est que Sting a joint la Wolfpack et aurait fallu que je mette la photo de moi pareil comme ça aurait été magique. C'est vrai, c'est vrai. Mais je ne l'ai pas avec moi, mais oui, je m'étais déguisé en Sting Wolfpack. Je ne sais pas pourquoi je ne me suis jamais déguisé en... Ah oui! Je pense que j'ai une anecdote là-dessus. Peut-être la même que moi, peut-être. Vas-y avant, juste être sûr.
Ben, j'avais un moment donné, je passais l'Halloween comme tout le monde là, quand j'étais plus jeune. Puis un moment donné, je me rappelle où tu habitais avant, sur Haute, là. Ouais. Haute et Endurant. Ben, on se promenait, puis il y avait une maison là, qui donnait des bons pour l'Halloween. Il y avait beaucoup d'affaires, vraiment, des décorations devant la maison, puis tout. Puis il y avait un gars qui était déguisé en Sting avec la batte de baseball, puis tout. Puis je vais toujours me rappeler parce que je l'avais pointé, je lui ai dit c'est Sting. Puis il m'avait dit que j'étais le seul depuis le début de la soirée qui avait deviné que c'était Sting. Tout le monde se demandait c'était qui. Mais moi, je suis arrivé, je dis hey, c'est Sting, parce qu'évidemment, j'étais un fan de lutte. Quand je savais quoi, peut-être 11-12 ans, peut-être. Mm-hmm. Puis le gars dit ah, t'es le premier qui me dit que je suis Sting. Fait que il m'a donné 2 bonbons au lieu de 1. Tabarouette. Ça paye de connaître la lutte des fois, hein? C'est payant la lutte. Moi, ça m'a amené de très bons contacts dans ma vie grâce à la lutte. Fait que... Oui, c'est vrai. Hein? Pour vrai. T'as pas à te plaindre. C'est un peu à cause de la lutte que j'ai une femme et 2 enfants aujourd'hui aussi. Oui, en effet. Mais tout ça pour dire que non, moi, j'étais supposé de me déguiser en Sting de Crow, mais à l'époque, Louise Bagel, pour ne pas la nommer, la mère de Mathieu Goyer, qui m'avait fait mon maquillage, on l'appelait Louise Bagel. Allô, si t'écoutes le podcast. M'étonnerait, mais... c'est ça, elle m'avait dit que le blanc sur la peau, c'était pas. Ça paraissait pas bien. Fait elle m'a dit t'as-tu une autre option? Ben, on va faire Sting Wolfpack. Finalement, elle m'a mis en Sting Wolfpack. Puis j'avais déjà mon chandail NWO Wolfpack. Là. J'aimais bien la tune. J'avais le ring aussi avec tu pesais dessus, puis il y avait la musique. Là. Ben là, l'affaire, c'est parce que si tu me dis si tu fais le Sting Crow Black and White, le chandail NWO Wolfpack, t'avais-tu d'autres chandails aussi? Non, j'avais pas l'autre chandail NWO. J'ai juste eu celle de Wolfpack, moi. Fait que dans le fond, c'est peut-être mieux qu'elle ait fait celui de la Wolfpack finalement. Ça aurait l'air un peu la fou, le Crow Sting, le chandail de la Wolfpack sur le dos. Ça n'aurait pas fité bien. Anyway, si personne connaissait la lutte, c'est correct. Ben oui, c'est ça. C'était en quoi? En 97, 98? Fait que, 98, oui. Très belle année. C'est la pire année de Sting, mais une de mes meilleures à vie, moi, 98. Tu parles le côté lutte ou tu parles le côté personnel? Là? Les deux. Ok, parfait. Ça s'arrête là. Ah ouais, on n'a rien à ajouter. On peut continuer avec Sting. Et Sting a gagné, a défendu sa ceinture contre, j'ai oublié le nom du pay-per-view, en 98, c'est 98 99? Super Brawl? C'est en 99, excuse. Ouais. Il a défendu sa ceinture contre DDP dans un match single, mais dans le même soir, Sting a défendu sa ceinture une deuxième fois dans un Fatal 4-Way match avec DDP, Scott Hall, Kevin Nash et Bill Goldberg dans un 4-Way. DDP avait alors piné Kevin Nash, pour remporter la ceinture WCW et le règne de Sting avait duré 90 minutes seulement. Le deuxième plus court règne de l'histoire de la WCW. Vous voulez savoir le premier? Oui, bien sûr. Je ne l'ai pas. Je suis désolé. C'est méchant, ça. Ouais, TJ vous l'aurait donné, lui. Moi, je vous le donne pas. Mais j'aurais cherché, évidemment. Ouais, j'ai pas fait cette recherche-là, ça me tentait pas. Tu peux le faire pendant que tu parles, si tu veux. Ouais, vas-y. Mais, évidemment, c'est un peu un désaveu là, pour un gars comme Sting qui c'est le workhorse de la compagnie, la face un peu de la WCW, on le sait avec les années, que est toujours là, toujours prête à accepter dans quelle direction la compagnie va aller, puis on y fait un peu ce désaveu-là. Après Hogan en plus, tu réussis à avoir une autre ceinture, mettre la paire dans la même soirée, c'est correct, le DDP c'est un bon worker aussi, mais le fait de la perdre comme ça 90 minutes plus tard, pour quelque chose qui mènera à rien au bout de la ligne. Là. Je pense que Nash avait rebattu DDP quasiment le mois d'après, si je ne me trompe pas. Là. Ouais. C'est ça. Évidemment, Nash, Hall et Hogan contrôlaient beaucoup le booking. À la fin, c'était Kevin Nash beaucoup qui bookait aussi. Là. Donc, ça explique pourquoi que la compagnie a fait un peu choucroute, si on peut dire ça comme ça. Banqueroute aussi. C'est banqueroute qu'on dit? Ou choucroute? Ben, tu peux dire les deux. Là. OK, parfait. Évidemment, dans les années 2000, il y a eu des matchs coup-ci, coup-ça. Il y a eu beaucoup de matchs avec Jeff Jarrett pour le titre WCW. Là, Jarrett était, dans les années 2000, Jarrett était pas mal plus la star, entre parenthèses, de la WCW et le champion. Je ne me trompe pas, Sting a feudé aussi un peu contre Vampiro, non?
Sting, ouais, ça c'est plus en 2000 par contre. C'est ça, dans les années 2000, pendant que Jarrett a raflé un peu tout sur son passage avec le Slapnut. Il a feudé contre Vampiro. Puis, savais-tu c'était qui le père de Vampiro? Non. C'est un ancien manager des Expos de Montréal. Ah, pour vrai? Est-ce que tu sais que Vampiro vient de Montréal? Ouais, je pense que j'ai entendu ça. Il reste présentement à Montréal aussi en ce moment, donc il est retraité. Apparemment que il a mal vieilli, selon mes sources. Mais oui, Vampiro, c'est un Montréalais. Donc, son père, c'était un des gérants des expos. Thorburn, je pense, je ne me trompe pas. Ah, Dale Torborg? Oui, Torborg, excuse-moi, c'est ça. En plus, Dale Torborg, c'est peut-être Dave, peut-être. Je pense que c'est Dave, parce que Dale Torborg, c'est son gars qui a lutté. C'était le Kiss Demon. Ouais, t'as raison. Ouais. Je me suis trompé avec Kiss Demon, c'est ça. Ouais. Puis j'ai trouvé finalement le règne le plus court pour le WWE Title, c'est Chris Jericho. 13 minutes. Parce qu'il y avait le Avengers quand il avait fait le combat contre, il avait battu The Rock puis Austin dans la même soirée. Il avait battu The Rock pour gagner la titre WCW, puis affronté Austin tout de suite après pour unifier les titres. Fait que ça avait juste un titre. Fait que c'est pour ça qu'il a juste duré 13 minutes comme champion. Oh. The more you know. Parfait. Donc, on en parlait au début de la carrière de WCW. Le dernier match de la WCW en 2001 a eu lieu. Le dernier Nitro, en fait, là, le fameux Nitro, ce que Shane McMahon achète, entre parenthèses, la WCW, puis qui devance son père Vince à la télé. On avait Raw et Nitro en même temps, simultané à la télé. Dernier match de Nitro ever à vie, c'est une des plus grandes rivalités de Nitro et de la WCW et de Sting qui affronte Ric Flair une dernière fois et le fait taper avec son Scorpion Deathlock et avec Mini Nage comme arbitre dans ce combat-là. Donc, Little Nage, ouais, Mini Nage, ça fait pareil. Mais, ok, parfait. Fait que c'est un peu triste, mais en même temps, où est-ce que ça s'en allait, c'est peut-être mieux ce qui est arrivé par la suite à Sting, parce qu'il est arrivé quand même des belles choses à Sting pour le futur. Ouais, pour vrai. Fait que ton run, si on fait, mettons, un Sting WCW, c'est quoi qu'est-ce que tu aimes le plus de cette run-là de WCW? Il n'y a rien vraiment qui vient me chercher tant que ça. Tu sais, oui, j'aime beaucoup le fait qu'il ait été babyface très longtemps. Fait que ça faisait vraiment face de la compagnie plus que, tu sais, oui, évidemment, tu veux dire Ric Flair, mais Ric Flair, il était plus heel que face. Fait que moi, quand je associe vraiment une face de la compagnie, c'est un babyface. C'est bien rare le contraire, là, à mon avis. Là. Un vendeur d'étiquette, le genre de personne que les commanditaires veulent sur leur poster. Là. Parce que 3 quarts du temps, le monde va se déplacer pour voir un babyface gagner qu'un heel gagner. Tu sais. Ouais. En général, là, je parle. En général, oui. Ça peut varier pour certaines personnes, évidemment, mais en général, là, c'est les babyface qui font le plus d'argent parce que c'est fait de même. Puis surtout dans ces années-là. Là. Oh, ouais, c'est sûr. Puis non, Sting, tu sais, oui, il y a eu beaucoup de très, très bons matchs, mais tu sais, il n'y a rien vraiment, à part vraiment sa feud contre Hogan, je te dirais, là, il n'y a pas vraiment grand-chose que tu fais voir un moment de Sting que je vais me rappeler toute ma vie, c'est ça. Tu sais, il a été solide, très bon, mais sans plus, à mon avis. C'est peut-être parce que je ne suis pas trop familier avec sa carrière de WWE avant vraiment ce que je connais, là, NW et tout ça. Mais de ce que j'ai vu de Sting, là, oui, il a une très belle carrière, mais je te dirais pas que c'est genre wow, over the top, super belle carrière. Pour vrai, j'ai pas fini avec sa bio, là, j'ai d'autres choses à parler. Là. Ouais. Mais j'étais en même place que toi. Genre, j'adore Sting, j'adore le personnage, j'adore les maquillages très colorés, j'aime ça beaucoup. Dans l'adolescence, c'était parfait pour nous autres parce que Sting, c'était un déguisement facile, quelque chose d'acheteur, si on veut. Mais plus que je regarde de lutte, plus que je regarde, j'analyse, mon Sting préféré, c'est Surfer Sting. Oui, en effet, ben oui, c'est ça qui est le plus coloré. Et de loin, là. Oui, en effet, ben oui, c'est sûr. Mais pas pour ça, nécessairement son style, pour ses matchs. OK, ouais. Il y a des matchs en Surfer Sting, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, allez voir, il y a des matchs, là. Écoute, il s'est battu contre je vais dire Luger, je vais dire Austin, je vais dire Flair, je vais dire Dusty Rhodes, Rick Rude, Steamboat. Il y a des matchs là contre. Écoute,
allez voir ça. Pour vrai, il y a plein de bons matchs, mais c'est pas terminé. Je vais vous redonner des matchs à aller voir par la suite à différentes époques de sa carrière qui vaut la peine, je pense. Là. Ouais. L'affaire avec Sting, c'est que, tu sais, évidemment, oui, on l'aime bien, mais si tu parles pas vraiment de la WCW en tant que tel, si tu dis, mettons, de la lutte overall, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont te dire Sting. Là. Si tu dis, mettons, WCW of all time, là, ils vont parler de Sting. Mais si tu parles tout confondu de WWF, tout le kit, là, il va peut-être revenir de temps en temps, mais ça ne sera pas genre dans les 10 premiers noms que tu vas entendre. Là. Puis, pour moi, WCW, c'est trois je vais dire 3 noms, là, mais en tout, c'est 6. Là. Okay. Pour moi, quand on parle de WCW, tu as Sting, tu as Ric Flair, puis tu as la NWO Original. Ben, moi, je trouve que tu as Sting, tu as DDP, tu as Ric Flair, tu as Goldberg. Ouais, tu as Goldberg. Tu as Booker T, puis tu as Dusty Rhodes. Pas mal les noms Dusty qui Rhodes, pas mal les autres. Dusty Rhodes, c'est pas mal plus NWA, par exemple. Non? Ben, reste que ça fait partie de la réaction. Non, je sais, ouais. Mais Goldberg... si c'est pas de Dusty Rhodes, peut-être qu'il n'y a pas de WCW tant que ça. Là. C'est un des gars qui était le backbone vraiment de la fédération. Ouais, si t'as pas de Dusty Rhodes, là, Ric Flair n'est pas aussi effectif là, à cette époque-là. Là. C'est vrai. C'est vrai qu'on oublie Dusty des fois parce qu'on l'a vu moins lutter. Là. C'est plus un lutteur des années 70. Là. Ouais. Mais ouais, t'as raison. Je peux te donner ton point, mais mettons, pour ma vision restreinte là, de ce que j'ai vécu, là, pour moi, c'est ça. Ouais. Évidemment, on sait qu'est-ce qui est arrivé. La WWE a racheté beaucoup de contrats de WCW, entre autres. Ils n'ont pas racheté le contrat de Sting, mais Sting n'avait jamais voulu se joindre à la WWE parce qu'il n'aimait pas comment les stars de la WCW étaient bookés. Puis il avait peur que son personnage soit vraiment s'en aide des rails, qui déraille complètement. Donc, il a refusé et il a attendu que son contrat expire jusqu'en mars 2002, je pense, ou 2002 2003. Ouais, 2003. Continue là-dessus, je reviens dans 2 secondes. Ça va où? Ben là, les en ondes. Ah non, pour vrai? Ben oui, un petit pipi. Vas-y, tu peux continuer. Fais comme si je ne sais pas là, ça va durer 30 secondes. Ouais, ça fait pareil, dans le fond. Ben là, quand tu dis ça, c'est méchant. Parfait. En 2003, après avoir présagé une première retraite possible, Sting a signé avec la TNA, NWA TNA de Jeff Jarrett à l'époque. Sting avait signé évidemment pour 4 dates seulement. C'était plus des apparences pour faire vendre un peu et connaître la promotion vu qu'il connaissait bien Jeff Jarrett, était un ami de Jarrett. Mais finalement, Sting a signé un contrat de plusieurs années avec la compagnie parce qu'il aimait bien l'ambiance qui régnait autour de la compagnie. Il aimait ça travailler avec les jeunes talents et les moins jeunes, évidemment, les vétérans comme Jarrett et compagnie. Donc, Sting aimait beaucoup son expérience à la TNA. Et pour ceux qui pensent, et j'aurais aimé ça que TJ soit là parce que pendant qu'il est parti ailleurs, il est revenu. Pour ceux qui pensent que Sting a fait un bref passage à la TNA, détrompez-vous. Parce que Sting a passé 11 ans à la TNA. Donc, c'est quasiment la moitié de sa carrière, un petit peu plus même. Donc, 11 belles années pour Sting à la TNA. Il y a eu des moins belles années, évidemment, parce que la TNA a laissé rentrer d'autres poisons dans sa compagnie. Parce que si ce n'était pas arrivé, j'ai l'impression que cette compagnie-là aurait pu challenger peut-être la WWF ou la talonner un petit peu. Mais en même temps, c'est facile à dire parce qu'on a l'hindsight de ce que c'est devenu. Là. Ouais, mais tu sais, des fédérations, des fois, il faut peut-être des gros noms là, si tu veux attirer du monde. Là. C'est bien beau, on va être différent des autres, on va avoir des lutteurs que le monde connaisse vraiment des lutteurs, mais il faut peut-être des Hogan, il faut peut-être des Savage, il faut peut-être des Sting, il faut peut-être des Kurt Angle, il faut peut-être des gars comme ça là, dans ton roster. Tu peux pas juste avoir du nouveau talent parce que sinon tout le monde va faire bon, c'est une fédération indie, c'est tout. Ouais, c'est vrai. Ça te prend. Mais est-ce que c'est une bonne idée de toutes les signer? J'ai mes réserves là-dessus. C'est sûr. Évidemment, tu signes Hogan, mais tu peux pas juste signer Nasty Boys et Jim Duggan non plus. Là, ouais, en même temps, si tu veux signer Hogan, tu n'as peut-être pas le choix de les signer. Ouais, Jimmy Hart aussi, ça en est un autre. Mais tu crois que Jimmy Hart, au moins, il est tout seul. Ouais, là. Exact. Il n'est pas comme Jim Duggan. Oh, arrête donc. Sting aura une très grosse rivalité avec Jeff Jarrett, son ami de la WCW, qui l'a fait venir à la TNA. Donc, une rivalité qui va durer quand même plusieurs années, là, quasiment 1 an et demi on and off, peut-être même 2 ans.
rivalité qui va toujours. Sting va toujours essayer de chasser le champion NWA, parce qu'on l'a dit tantôt, NWA TNA. Donc, Sting ne réussira jamais et passe très proche de réussir jusqu'à temps qu'un certain Christian Cage décide de péter sa guitare sur la tête de Sting pour empêcher et faire un heel turn. Donc, ça, c'est négatif, mais positif en même temps parce que ça donnera de très bons matchs contre Christian Cage, entre autres, à la TNA. Parce que je sais que Christian Cage, avant que Sting arrive, c'était le top face de la compagnie, là, qui était vraiment contre Jarrett. Fait que c'était un peu de jalousie du côté de Captain Charisma là-dessus. Là. Fait que, c'était un des... J'adore Christian, évidemment. Là, c'est un de mes préférés. Là, tu sais, tout le monde le sait là, dans le podcast. Mais évidemment, Christian est bien meilleur en heel qu'en face. Même si en face, je l'aime bien aussi, là, mais en heel, il est petite coche au-dessus. On le voit avec la AEW. Là, il donne des cliniques en tant que promo. Oui, en effet. Donc, Sting, pour revenir à Christian, c'était un des premiers gars qui avait jumpé à TNA dans le temps de la WWE. Fait que, je me souviens que le countdown, on se demandait tous c'était qui. Là. Fait que c'était gros à l'époque, le monde avait trippé là-dessus. Là. Il était devenu champion du monde pas longtemps après, évidemment, à chaque fois qu'un star jump, c'est ce qui arrivait. Mais en même temps, pour être plus légitime, il faut que tu fasses ça aussi. Des fois, tu n'as pas le choix. Là. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Absolument. Évidemment, Sting va réussir à passer à travers Christian Cage avec évidemment d'excellents matchs. Christian fait très rarement des mauvais matchs. Donc, pour finalement se rendre à la fameuse bataille de Bound for Glory 2006 où Sting réussira à faire abdiquer Jeff Jarrett et remporter pour la deuxième fois. Qu'est-ce qu'il y a? Non, continue. Pour la deuxième fois, le championnat NWA, parce que je vous rappelle que la première fois que je vous ai parlé de Sting qui a remporté le championnat contre Ric Flair, c'était la NWA. Donc, 2 fois champion NWA pour l'homme qu'on appelle Sting. Non, je l'ai pas. TJ disparaît beaucoup du podcast. Non, mais c'est parce que j'ai dans ma collection le DVD de ce Bound for Glory qui est autographié par Gil Kim. OK. Je l'ai sorti pour le montrer, c'est tout. Une Hall of Famer, la première même de TNA, je pense. Is-she, though? Je pense que oui. OK. Et pour vrai, TNA avait capté notre attention à l'époque, un peu comme la AEW a fait à ses débuts avec ses excellents matchs X-Division. Ça avait vraiment. Tu sais, je trouve que c'est sensiblement la même chose. AEW a plus de budget niveau production, évidemment, avec l'argent des cannes. Mais la TNA ne donnait pas sa place, puis ils ont eu de très bonnes batailles, puis on a découvert de très, très beaux talents. AJ Styles, Samoa Joe, Christopher Daniels, qu'on connaissait un peu déjà avec la Ring of Honor, Alex Shelley, Chris Sabin, Alex Shelley et Sabin ont été des stars, des légendes de la TNA, vraiment. Frankie Kazarian. Qui a remporté le championnat il n'y a pas longtemps contre le Québécois Mike Bailey. Il y en a plein. Amazing Red, Kid Cash, Jerry Lynn, il y en a plein. Ouais. Donc, très, très, très positif tout ça. Et Sting est toujours un très bon porte-parole, si on peut dire ainsi, un poster boy dans un sens. Oui. Puis il amène des ratings à TNA. Là. Sting a amené des buys de pay-per-view, des ratings. Et dans ce que je considère peut-être sa deuxième meilleure rivalité, pas en carrière, mais je dirais de sa deuxième, à partir de 98 à la fin de sa carrière, qui n'est pas terminée encore, là, contre Kurt Angle, Sting Kurt Angle à TNA, moi j'ai trouvé ça vraiment excellent. Là. Écoute, je le dis souvent, si Kurt Angle avait pas eu tous ses problèmes, qui avait été là plus longtemps, moi je pense que c'était. Tu peux le mettre dans le greatest of all time parce que promo, il est capable d'être bon, capable d'être drôle, capable d'être sérieux, mais dans un ring, il n'y a pas grand monde qui accote Kurt Angle niveau match. Là. Parlant de Sting un peu, as-tu eu surtout de problèmes hors ring, mettons qu'on peut dire ça pour être poli? As-tu vu le film de Sting? Comment il s'appelle le film? Le film sur sa vie, là. Fait un documentaire sur sa vie un peu. Là. C'est quoi ça s'appelait déjà? Le titre m'échappe. Je l'avais dans 2 secondes, mais là, je vais t'en parler parce que le titre m'échappe. Mais... Quelle année, ça, tu sais-tu? À peu près dans son temps de Kidak TNA, je te dirais peut-être 2006-2007, peut-être. Ah oui, Moment of Truth. C'est ça le nom de son film. Est-ce que ça a été produit par TNA? Non. Je pense il y a eu oui, un petit peu, là, mais non, c'est
Ça s'appelle Moment of Truth. Je sais qu'un des très grands fans de Sting qui écoute le podcast, Kevin Brier. Ah oui? Ben oui, il adorait Sting, ben oui. Ah oui, c'est vrai, ben oui, c'est vrai. Ben oui, c'était un de ses. Je pense que c'est même son best, je pense. Tu ne répondras, Kevin Brien. Ouais, parfait. Puis, ouais, il y a là, ce film-là, Moment of Truth, ça a l'air que c'est pas très bon, mais c'est drôle. J'avais un review là-dessus sur Wrestling with Regret dans le temps. Essayez de le trouver peut-être dans les commentaires, là, puis vous postez ça pour aller voir ça. Mais c'est un film biographique, si on veut, sur Sting. Puis c'est Sting lui-même qui fait le film. Il est dans le film comme acteur. C'est lui qui fait ses propres. Ben, évidemment. Cascade? Ben, pas Cascade, mais c'est l'acteur principal, c'est Steve Warden qui fait Sting. Un peu comme qu'ils font les documentaires de QD qui prennent des acteurs pour reproduire des scènes, un peu. Là. Ouais, mais sauf que c'est lui vraiment qui est dedans. À part, évidemment, quand il est plus jeune. Là. OK. Ouais. Ouais, c'est très cool, ça, d'abord. Ouais. C'est ça, je parlais de la rivalité de Kurt Angle, très, très bonne rivalité. Angle est allé sortir de très bons matchs de Sting parce qu'on s'entend que Sting ne rajeunissait pas à l'époque non plus. Mais tu sais, on disait ça, mais il y avait comme une quarantaine d'années, tu sais. Il y en a 63 aujourd'hui, puis il paraît encore bien. Fait que... Mais tu sais, quand tu mets du make-up, c'est plus dur là, de paraître plus vieux. C'est facile, là, tu caches les rides avec le make-up, c'est tout. Là. Ouais, mais il ralentissait un peu, mais tu sais, quand tu te bats contre Angle, non, pas à ce moment-là, pas contre Angle, non, c'est ça. Ouais. Puis il y a eu d'excellents matchs aussi contre Samoa Joe, un gars qui était très très stiff à l'époque, là, surtout dans le temps de TNA. Joe avait une réputation de blesser du monde aussi. Là, fait que, AJ Styles aussi. Oui, ben ça, je vais y venir plus tard là, parce que je vais passer un petit peu plus de temps là-dessus. Ouais. Mais ouais, après ces combats-là, il y a eu comme une année et demie où que Sting, on trouvait qu'il ralentissait, les fans étaient un petit peu moins derrière lui. Mais je ne sais pas si c'est son idée à lui. Je ne sais pas si c'est l'idée de qui. Mais ils ont décidé de faire un heel turn de Sting, une première depuis quasiment plus qu'une décennie. Ouais. Et il a complètement enlevé son make-up. On a pu voir que Sting est encore capable de parler au micro et a joint un groupe iconique que moi j'ai beaucoup aimé. Mais il l'a formé, en fait. Il l'a formé. Ouais. La Main Event Mafia, mon cher TJ. Ouais. Avec qui? Je te laisse y aller là-dessus. Évidemment, avec lui à ses côtés, il y avait Kurt Angle, il y avait Booker T, avec dans sa magnifique femme Charmel, ouais. Kevin Nash, qu'on en parlait un peu tantôt, et aussi Scott Steiner. Pour vrai, c'est une esti de gang, là. Ben oui, c'est beau, là. Hey, t'as un mélange de plein d'affaires là-dedans, là. Ouais. Puis, c'est ça, c'est tous des lutteurs qui ont été très bons à une époque ou à une autre de leur vie, de leur carrière. Peut-être le moins bon là-dedans, c'est Kevin Nash, là. Niveau lutte, je parle, là. Oh, ouais, niveau lutte, oui. Niveau lutte, mais ça n'enlève rien à Diesel, Big Sexy, il a fait quand même une très belle carrière. Mais Event Mafia, j'ai beaucoup aimé ça. Évidemment, c'était tous des big stars ensemble. Ouais. Qui dominaient la compagnie. Puis là, tu avais les Rising Stars qui se mettaient contre eux autres. Ouais. Donc, toutes les nouvelles Christopher Daniels, Samoa Joe, AJ Styles. Des machine guns. Des machine guns là-dedans. Ouais. Fait que ça créait un beau mash-up, un beau mix de matchs. Et que la Main Event Mafia mettait over souvent les jeunes aussi. Ça, c'était cool. Là. Si je ne me trompe pas, ben, ils gagnaient beaucoup de matchs. Ouais, mettre over les jeunes, ça dépend. Là, mais c'était plus 50-50, je trouve. Je te dirais qu'ils mettaient over, mais qu'ils gagnaient toujours le dernier match. Oh, ouais, évidemment. Ouais. Le match important, c'était les Main Event Mafia qui gagnaient, là, évidemment. Ouais. C'était quand même des All-Stars, là, mais c'est juste de tenir un contre des stars de même, c'est déjà bon dans un accomplissement de carrière, là, je trouve. Là. C'est sûr que ça donne un méchant coup de pouce pour le futur aussi. Là. Puis, évidemment, les skills de Mike de Sting ont fait en sorte que la foule a commencé à le trouver un peu plus cool. Donc, ça l'a un peu turné pour revenir à son personnage de Sting qu'on connaissait beaucoup. Donc, The Crow, mais avec des variations de maquillage, avec oups, pas de suite, des lignes rouges, puis à TNA, il y avait tout le temps des lignes rouges là, dans son maquillage. C'est celui-là qu'on parle d'autre affaire? Ou non, c'est pas tout de suite. Ok, parfait. C'est pas tout de suite. Je voulais juste dire qu'un de ces, puis je peux vous le dire tout de suite, là, que je vais vous suggérer, un de ses meilleurs matchs en carrière de Sting, ben, ça a été à Bound for Glory, contre justement, tu en as parlé tantôt, AJ Styles. Si vous n'avez jamais vu ce match-là, si vous ne connaissez pas beaucoup AJ Styles, surtout du temps de la TNA. C'est ça, même TNA en général.
TNA en général, allez voir ça pour vrai. AJ Styles contre Sting, c'est une belle clinique de lutte. Un beau mix entre la lutte moderne et la lutte ancienne, si je peux dire ça comme ça. Oh ouais, c'est correct. C'est correct? Toi, t'avais-tu aimé ce match-là? Tu l'as-tu vu, ce match-là? Ouais. Vaguement. Je pense que j'ai vu des bouts, là, mais je voudrais que je vais essayer de checker ça là, après le podcast. Je vais voir. Tu as tout le temps ta liste pour dire les matchs qu'on devrait surveiller? Oui, puis je vais te le dire, je l'ai écouté, moi, cette semaine, la semaine avant le podcast. Ouais. Ben, tu sais, évidemment, toi, tu fais la bio, fait que tu Ouais. peux checker plus d'affaires peut-être que moi je ferais. Là. C'est pareil comme on fait les rétro-reviews. Ouais, c'est ça, exact. Je check beaucoup d'affaires alentour de ce qui se passe pour vous informer des storylines qu'il y avait. Mais tu sais, non, comme on a fait DX il n'y a pas longtemps, j'avais parlé beaucoup d'affaires sur eux autres. Ouais. Mais Sting, non, évidemment, quand évidemment, toi, c'est plus bio, moi, c'est plus review, mais fait que c'est plus facile dans ce temps-là. Mais non, je compte regarder beaucoup d'affaires de Sting dans les prochains mois. Oui, puis je vais vous dire un peu comment je me sens à la fin du podcast. On va faire comme une rétrospective, comment je me sens par rapport à Sting. Là. On va en parler. Évidemment, ça a été un des matchs de l'année, de cette année-là. Je pense que c'était 2008, je ne me trompe pas, là, dans ces coins-là. Peut-être 2007, 2008. Je ne l'ai pas marqué, mais je pense que c'est 2008. Peut-être. Je pense que c'est plus 2008 aussi. Oui, c'est ça. Fait que AJ qui était par plusieurs experts le match de l'année ou dans les candidats de match de l'année. Donc, très, très cool pour Sting à ce moment-là de sa carrière et encore mieux pour AJ Styles qui était dans les yeux du monde de la lutte professionnelle à ce moment-là. C'était la star montante. Le workhorse aussi, on peut dire. Oui, parce que si Sting est la face de la WCW, AJ Styles est la face de TNA. Ben, tu sais, c'est comme qu'il dit dans WWE par après, là, The House of AJ Styles Build, ben, c'est vraiment TNA. Mm-hmm. Par la suite, par exemple, ça s'est un peu gâté. Il y a eu beaucoup de vétérans qui sont revenus à la TNA, les Hogan, Flair, Macho Man, qui brièvement, il n'a pas été là longtemps. Non, mais Sting a fait des matchs contre Ric Flair à TNA, il a fait un match contre Hogan aussi. Ça que je ne vous conseille pas d'aller voir. Contre Jeff Hardy non plus. Exact, contre Jeff Hardy, le fameux match où Sting, où Jeff Hardy était drogué complètement. Ouais. Donc, en plus, si je ne me trompe pas, Jeff Hardy, Sting, c'est un de ses idoles, non? Oui. On va, juste avec la photo que tu as montrée sur YouTube, on voit l'influence. Oui, exact. Fait que le maquillage, évidemment, Sting, c'était pas un high flyer, mais. Non. Oui, c'est beaucoup d'influence de Sting. Il l'avait déjà dit dans une entrevue. Puis, très dommage parce que Jeff Hardy a toujours été une grosse star, mais malheureusement, ses problèmes hors ring l'ont toujours rattrapé. Les fameux démons. Ouais. On peut en parler. On est rendu là, mon cher TJ. Sting. Il est devenu fou, hein? Il est devenu fou. Et est devenu surtout copieur du Joker de Heath Ledger. Joker le plus populaire de la série Batman. Es-tu vraiment surpris? Il a volé quand même de Crew aussi. Fait que c'est pas comme si c'était nouveau qu'est-ce qu'il faisait. Puis il avait volé aussi avant un mix de Sting et de. Ben, c'était moins volé Surfer Sting. Parce que, maintenant, il ne faut pas virer fou non plus. Là. Et Sting avec fou sur YouTube, on voit la raison. Sting avec son maquillage de Joker. Moi, honnêtement, j'aime beaucoup le Joker. J'aime beaucoup tout ce qui est fait un peu alentour du Joker, mais ça, pas triper là-dessus. Pas tout même. Non, c'est un peu décousu là, comme histoire. Tu sais, la base de la storyline est bonne. Là. Mais sinon, en général, non, je te dirais que c'est un peu hit or miss. Oui, donc évidemment, le Joker. Puis il y a même, ça y a quand même valu un titre en tant que Joker. Tu sais qui avait battu? Il avait battu Hogan? Non. OK. Non, M. Anderson, non? Exactement, M. Anderson pour remporter le titre, son 5e titre. C'est son 5e titre? Non, je viens dit 5e titre, c'est la WCW. Donc, il a remporté juste le titre. Juste la ceinture. Il a juste remporté la ceinture. Donc, M. Anderson est là. Moi, je trouve que c'est un peu le downfall de TNA là, à ce moment-là. Là. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est, M. Anderson? Ah, je l'aime pas, M. Anderson. À part le dire Kennedy dans le temps, à part ça. Là. Anderson! Hey, j'ai une comparaison boiteuse, là, mais M. Anderson, là, c'est un peu comme Karrion Kross pour moi.
OK, ouais, pour toi personnellement, mais je vois pas le lien entre les deux vraiment. Là. Tout ce qui entoure, je trouve ça bon. Quand il rentre dans le ring, je trouve ça mauvais. Mais évidemment, tu vas me dire c'est facile avec la personne que je vais te nommer, mais il a fait des très bons matchs contre Kurt Angle, là, Mitch Anderson. Là. Ouais, Il y avait une très bonne rivalité entre les deux. Là, quand il avait volé il avait Angle avait donné une chaîne à un gars du militaire là, puis, aux États-Unis. Puis Kennedy l'avait volé, puis il avait Buster Open avec l'affaire, puis des ladder match après par la suite, les combats de cage, ladder match, puis c'était vraiment excellent. Là. Fait que, oui, je comprends un peu ce que tu veux dire. Là. Parce que, tu sais, Mitch Anderson, sa force à lui, Kennedy, c'était vraiment plus son micro. Là. Ouais. Il était bon dans le ring quand même, là, il était pas mauvais. Là. Mais disons que sa force, c'était le micro. Mais non, il a fait des bons matchs contre Kurt Angle. Sinon, c'est ça. Exact. Ouais. Donc, ouais, c'est un peu le même. Mais je pense que j'aime quand même mieux Karrion Kross pour l'enveloppe du personnage que Anderson Kennedy. OK. Ouais. Parce que la manager, l'entrée, ce qui dégage, j'aime plus son ton sombre, mais sa lutte, je sais pas ce qu'il va faire avec ça, mais bref. Sinon, évidemment, la carrière de Sting à TNA achève, donc va faire quelques matchs. Mention honorable contre Desmond Wolfe, ton Nigel Megadis. Sting a lutté contre lui, je tenais à le préciser, exact. Yes. Je sais que tu es un gros fan de Nigel. Bien certain. Dommage pour lui que sa carrière ait coupé court à cause de la maladie. Parce Mais, que son. Oui, vas-y. Vite de même, à propos de Nigel, là, ça va être bref. Là. Ouais. Mais tu sais, présentement à AEW, il y a une storyline avec Chris Jericho qui est Ring of Honor Champion, le Ocho. Mais non, ça n'arrivera pas. Non, tu penses pas. Mettons un one-shot deal, tu penses pas? Vu qu'il est rendu disponible, évidemment, il a été libéré il y a une couple de semaines par WWE qui il faisait NXT UK, si je ne me trompe pas. Puis, tu sais, évidemment, tu sais, je spécule, là, tu sais, je me doute bien que ça ira peut-être pas, mais tu sais, regarde, Jerry Lynn non plus pour lutter, puis peut-être qu'il va y avoir un match récemment. Fait que, ouais. Never say never, c'est pour ça que je pose la question. Tu sais, ça serait vraiment, vraiment le fun là, pour vrai, là, mais en même temps, je comprends pourquoi ça n'arriverait pas. Là. Si sa musique part de Ring of Honor, j'ai de la misère à pas marquer. Non, oublie ça, c'est sûr que je suis plus dans mes culottes puis je saute dans les airs. Est-ce que tu aimes mieux Nigel que Wardlow? Ben là, c'est pour en comparer. Là. Nigel, ça fait 10 ans qu'il lutte plus. T'sais. Nigel, c'est ton premier amour, c'est ça? Ben non, j'ai d'autres amours avant lui. Là. Okay. Qui? Ben, Ring of Honor, c'était mon premier amour, ça c'est sûr. Ouais, tu l'aimais beaucoup, Nigel. Ouais, c'était mon top guy. Et fun fact, on était supposé d'avoir Nigel dans un show de la NWE. Ouais. Avant que tout ça tombe en pièces. Je me rappelle, c'est moi qui avait fait la vidéo de Nigel. Oui, il y avait une vidéo de Nigel qui avait apparu. Justement, c'était toi. Non, toi, c'était pas eux autres, c'était Evil Uno, toi, c'est vrai. Mais. Super Smash Brothers, Dark Order. Super Smash Brothers contre Dark Order, qui était supposé lutter contre Kevin Bryan et Greg Thomas à l'époque. Mais ouais, Nigel, j'avais contacté Nigel pour le booker un show de notre Fed Indie. Puis il avait accepté. Ouais, c'est dommage, mais bref. On l'avait rencontré vite, mais on l'a vu vite à WWE Event. Un moment donné, on marchait dans la rue à côté de lui, tu t'en souviens-tu? Oh, ben, quand il s'en allait de l'aréna, après l'house show. T'aurais dû demander une photo avec. Là. Oh, ben là, il était quand même loin. Là. J'avoue que ça fait groupie un peu. Là, mais... Bon, on m'aurait pas empêché de le faire pour vrai. Là, mais... Ouais, toi, bref, c'est sûr. Ouais. Mais sinon, ouais, ce serait cool que Nigel, s'il peut lutter, ce serait vraiment le fun. Ou peut-être juste faire partie de la storyline, frapper, tu sais, juste intervenir, quelque chose, hein, n'importe quoi. Oh, ouais. Sinon, pour revenir à nos moutons, et à Sting surtout, finalement, après tant d'années de spéculation, la chose qui lui manquait peut-être à son pedigree, pas faire de comparaison boiteuse, de lien boiteux. Moi pas. Au Survivor Series 2014, Sting joint enfin la WWE et surtout, pour encore faire plaisir à TJ, va aider Dolph Ziggler à remporter le match Survivor Series contre l'Autorité. Team Autorité contre Team Cena. Est-ce que tu peux me nommer toutes les personnes dans ce match-là? OK, je peux essayer. Dans Team Cena, il y avait Cena, Big Show, Dolph Ziggler, Eric Rowan, puis Ryback. L'autre bord, il y avait Rusev, Seth Rollins, Kane, Luke Harper, puis Mark Henry. C'est ça? Non, c'est bon.
OK, tu ne l'as même pas marqué pour me questionner. Là. Tu fais top of your head de même. Là. Ouais. OK. Mais je pense que c'est ça pour vrai. Non, je pense que c'est vraiment ça. OK. On va vérifier. Oui. Évidemment, ce qu'on retient, c'est qu'il a aidé Ziggler à gagner contre l'autorité, mais qu'il a aussi appliqué le DDT renversé à mon boy Hunter Hearst Helmsley. Scorpion Dead Drop. Oui. Et là, les fans sont excités parce que pour la première fois depuis 2-3 décennies, 2 décennies plus, le Stinger et l'Undertaker sont dans la même fédération. Les deux personnages mythiques de chaque fédération, la WCW et la WWE/F, pourraient s'affronter les personnages les plus marquants du monde de la lutte professionnelle pour avoir un Dream Match des Dream Match. Probablement le meilleur Dream Match qui est jamais arrivé de tous les temps. Du moins en termes de grosseur. Pas nécessairement le match en tant que tel, mais tout ce qui entoure le match. Ouais. En effet, j'avais raison pour l'autre affaire. Ouais, l'encyclopédie, pas pour rien. Malheureusement, Vince McMahon décide que les deux hommes ne sont pas assez en bonne shape. Laisse-moi douter, Vince, parce que si je ne me trompe pas, Undertaker a eu d'autres combats par après. Oui, mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'il n'y avait pas Crown Jewel en Arabie Saoudite. Là. S'il y avait eu ça, je peux te garantir tout de suite qu'il y aurait eu ce match-là là-bas. Tu penses? Je pense que oui. Pay-per-view qui devrait disparaître selon moi. Là. Ben, en même temps, la raison pourquoi que ça devrait être là, c'est. Ben non, la raison pourquoi ça va être là, c'est parce que c'est en Arabie Saoudite. Là. Mais j'ai rien contre le show en tant que tel, parce que des fois, ils donnent des matchs que tu ne verrais jamais ailleurs, là, vraiment. Là, qui ne feraient pas de sens, tu mettrais ça dans ta carte normale de tes bookings normaux. Mais non, évidemment, ça donne beaucoup de matchs c'est vraiment pas des très bons matchs, là, comme Goldberg contre Taker ou les Taker puis Kane contre DX. C'est pas des matchs qu'on va avoir vraiment à cœur. Mais je ne suis pas contre l'idée de la carte de la Supercard qu'ils font là-bas des fois. Là. Il y a un gros match qui s'en vient là-bas, d'ailleurs. Braun Strowman contre Omos. Ah, c'est ça qu'ils vont faire là-bas? Ben, ils vont faire aussi Brock contre Bobby. Oui, ça c'est correct. Et Logan Paul contre Roman Reigns. Bref. Excusez. Donc, finalement, les fans n'auront pas ce qu'ils veulent, mais ils vont avoir un remplacement de choix. Quand un des meilleurs lutteurs de la business, ben, avant, évidemment, Sting, j'avais oublié de montrer l'image sur YouTube, mais la fameuse promo de WWE 2K15, c'est là qu'on avait vu Sting pour la première fois apparaître. Donc, ça nous donnait un petit teaser qu'elle allait revenir. Évidemment, comme je disais tantôt, un remplacement de choix est même meilleur selon moi. Hunter Hearst Helmsley, Triple H, le King of Kings, le Cerebral Assassin, H, comme j'aime l'appeler, va affronter Sting à WrestleMania 31, un des meilleurs WrestleMania de l'histoire, mon cher TJ. On s'entend? Ben oui. WrestleMania 31 est excellent. Non? Je sais pas, mais à part Sting contre... Ah oui, ça, il y avait le Rousseff et son tank, ça c'est vrai, je me rappelle. Il y avait le casting de Rollins contre Brock et Roman, c'était bon. Là. Le premier match, c'était correct là, quand même. Ouais. Sinon, ben oui, il y a le Bray Wyatt contre Cena. Non, ça c'est l'année d'avant, ça. WrestleMania 30. C'était contre qui, Bray Wyatt? Il me semble qu'il s'est battu dans cette... Il n'était pas contre Taker? Oui, c'est vrai, t'as raison. Il y avait mais regarde, il est passé en bonne shape pour lutter contre Sting, mais il lutte contre Bray Wyatt. Non, mais un contre l'autre ne peut pas, mais séparé, il n'y a pas de problème. Maudit trou de cul. Parfait. Donc, évidemment, le match en tant que tel est bon, correct, mais tout ce qui entoure le match est très nostalgique et excellent. Évidemment, Triple H contre Sting, la NWO qui apparaît, la DX. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ben là, non, je trouve ça... Oui, c'est un moment cool qu'on a marqué quand on l'a regardé en live là, quand c'est arrivé. Là. Mais quand tu t'arrêtes 2 secondes pour y penser, ça fait pas vraiment de sens. Là. NWO, c'est genre les ennemis jurés de Sting qui viennent l'aider. Non, je sais, mais ça représente WCW+. Là. Ouais, mais en tout cas, j'avoue que Luger avec sa ça n'aurait pas été pareil. Là. Hey, c'est pas moi qui l'ai dit. Ah, je sais, avant que toi tu le dises. Là. Très beau moment. Évidemment, Sting et Triple H ont un gros respect un pour l'autre, mais par exemple, ben oui, c'est vrai. Oh, non, je te crois.
L'affaire qui a mis les fans en beau tabarnak, c'est que Sting, son premier match à la WWE, son premier WrestleMania, Oui. perd contre Triple H. Ben oui, Triple H, hein, le Young Pup, Triple H, il a besoin d'une victoire contre Sting pour ses 10 prochaines années dans le monde de la lutte, dans le ring, hein, il avait besoin de ça, Triple H, hein, de battre Sting. Moi, je pense que c'est pas Triple H qui a décidé, premièrement. Oh non. Non. Attends. Non, ouais, Hunter. Laisse-moi parler. Ouais, vas-y. Premièrement, Sting, son deuxième choix, c'était Triple H après Taker. OK, ouais. Donc, c'est fait. C'est bon. Triple H, un grand respect pour Sting puis pour ce qu'il a fait pour la WCW. Il voulait l'affronter. C'est un dream match pour Triple H. Parfait. Tout est beau. Vince McMahon voulait pas de Taker contre Sting, mais Vince McMahon voulait prouver son point que la WWE pouvait battre la WCW n'importe quand. Ben c'est oui, pour ça que sa victoire-là est arrivée. Là. Ben oui, c'est ça. C'est encore une affaire d'ego. Si j'ai pas créé ça, moi, je veux rien savoir. C'est ça. Puis... Triple H, il vient pas me dire que Triple H, il dit quoi à Vince, puis Vince ne dira pas, OK, peut-être. Non, Triple H ne peut pas faire changer Vince sur n'importe quoi. Là. Non. Arrête. Triple H a son mot à dire là-dessus aussi. Là. Arrête de ne pas me dire que Triple H est blanc comme neige. Là. Triple H... Ça, là. Non, je ne dis pas qu'il est blanc comme neige. Triple H a dit combien de fois à Vince combien de fois publiquement que la streak de Taker, il ne fallait jamais qu'elle soit battue. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est Brock Lesnar qui l'a battu, tu sais. Ouais, mais sur certains points, là, parce que Triple H, ça ne l'affecte pas personnellement, Taker là, qui perd sa streak, c'est pas contre lui. Là. Ben, ça ne l'affecte pas de perdre contre Sting non plus. Ouais, mais ça l'affecte justement, ça l'affecte pas de perdre contre Sting. C'est son seul match. Ça change quoi? C'est pas... En plus, Sting, il voulait pas que ça soit WWE contre WCW dans l'histoire. Là. Il arrivait juste parce que Triple H, c'est l'autorité qui abusait son pouvoir. C'est toute la raison. Là. Ouais, ils ont transformé ça en le dernier des Mohicans de WCW contre le gars qui représente la WWE, même si c'est vraiment pas le cas pantoute. Là. Je sais qu'il se voit de même, mais c'est pas le gars qu'on pense envoyer quand on parle de WWE. C'est la phase de la WWE. Non. C'est les deux phases de la WWE, c'est lui, ouais, t'as raison. Peut-être d'un côté, c'est de l'autre bord. Non, mais, tu sais, en plus de ça, non seulement ça, mais il bat Sting, tu sais, il bat avec un coup de sledgehammer, puis après le match, encore en plus de ça, il demande à Sting de serrer la main, puis Sting, il serre la main comme un petit sans dessin. Ben oui, hein. Pourquoi pas il couper sa saucisse, puis il dit marche à 4 pattes à la place. Moi, je pense que il a fait tout ce qu'il fallait pour gagner le match. C'est ça qu'il a fait. Oh, ouais, en effet. Oui, c'est sûr. Ben oui. Non seulement ça, mais c'est qui est arrivé en premier pour aider Triple H? Il l'a dit avec au grand complet. Ben oui, hein, bravo. Hein. Vraiment honorable comme combat. Ceux qui trouvent que TJ exagère tout le temps sur Triple H, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Non, il n'y a pas d'exagération. J'ai hâte en face sa biographie. Ah, si j'ai hâte. Tu seras pas là. Ah, va m'arranger pour être là. Moi, va arriver dans le show comme un double. Tu vas hijacker le show. Ouais. Dis-moi, c'est Ben, c'est ça. Tout ça pour dire. Comment? Bref, tu vois, j'aurais jamais dû battre Sting. Non, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Je suis d'accord avec toi, je te l'ai dit souvent. Puis, tu sais, j'étais un gros fan de Triple H. Moi, je pense que c'est pas de la faute à Triple H pour ça. Tu peux y reprocher beaucoup d'affaires. Mais moi, je pense que c'est Vince et son ego qui a décidé au bout de la ligne. Là. Je pense pour ça qu'il saute sa tête, Sting, en ce moment. Lâche ses cheveux. Je l'avais même pas remarqué depuis le début, arrête ça. Évidemment, la WWE va tenter de se reprendre en booking Sting dans un match de championnat de la WWE à Night of Champions 2016 contre l'excellent Seth Rollins, qui est le meilleur lutteur à ce moment-là, et on peut quand même le mettre dans la discussion aujourd'hui aussi. Oui, donc, très, très bon lutteur. Un de mes préférés depuis la Ring of Honor, Seth Rollins. Bullshit. OK, parfait. Donc, Sting, très bon match contre Seth Rollins. Malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Powerbomb dans le coin à Sting. Sting a été ébranlé, blessé. Et ça mettra temporairement fin à la carrière de Sting, qui va annoncer sa retraite des rings à ce moment-là. C'était une commotion, hein, je pense qu'il y avait eu, c'est ça? Ouais, ben c'est l'affaire au spine, me semble. Là, ouais, c'est ça. À la colonne, ouais, c'est ça. Ouais. Puis, mais rapidement, là, avant que tu continues, vas-y. Ben, évidemment, contre Rollins, c'est quand même mémorable. Je me rappelle d'un segment qu'il y avait eu à Raw. Il y avait l'autorité qui voulait donner une statue de Seth Rollins.
Puis quand ils ont voulu faire l'unveil, ben, ils ont enlevé la petite boîte, puis c'était Sting qui était là, puis attaqué tout le monde dans le ring. Ben, à part Stéphanie, évidemment. Ouais. Il y a Stentor à la fin du show. Puis aussi, il y avait dans le Night of Champions, là, Rollins avait 2 combats dans la même soirée. Même qu'avant ce combat-là contre Sting, il y avait des défenses de ceinture US contre John Cena. Puis il avait perdu contre Cena juste avant de battre Sting là, dans le match d'après. OK, parfait. Très bien. Oui, c'était un très beau moment. Je me souviens. Ouais. C'était vraiment cool comme moment. C'était un peu. On s'en attendait un peu, là, Marc. Là, mais oui. Évidemment, Sting s'est retiré des rings, a été pour la compagnie après ça comme un ambassadeur pendant quelques années. Avant de se faire. De mériter son droit, et c'est vraiment un droit mérité, là, d'être au Hall of Fame. Tu sais, quand on parle de Hall of Fame, ça, c'en est un vrai. Là. Pas n'importe qui, là, un vrai Hall of Fame, Sting en 2016. Tout le monde était très content pour Sting. Sting était ému. Ses amis de la WCW qui avaient Jump à WWE, Jump, puis que la compagnie a été rachetée, étaient très contents pour Sting. Tout le monde, c'était unanime, là, Sting méritait d'être là. Sting a fait la demande à M. McMahon, une dernière demande à M. McMahon, à Vince, de faire un match contre Undertaker. Il y a eu évidemment le match cinématique entre Taker et AJ Styles. Sting, ça aurait peut-être été un bon choix de match pour peut-être mettre les deux un contre un. Ça aurait été spectaculaire, en fait. Vince a encore une fois refusé. Il est vraiment entêté, ce style-là. Même que, vite de même, là, je te dirais que quand il a fait le Boneyard match, là, je te dirais même que s'il aurait mis, mettons, AJ Styles avec The Club, là, ces deux autres, là, qu'on adore Sting aurait pu aider Taker. Ben, Sting, ça aurait pu être un combat 2 contre 3. Là. Ça aurait pu être Sting et Taker side by side contre le Club. Ça aurait pu être cool. Puis après ça, au pire, tu peux faire un angle après pour faire qu'il va y avoir un match down the line entre les deux, mais ça aurait pu être cool. Là. J'ai le goût de te demander quelque chose. Vas-y donc. Je sais que Sting est à AEW en ce moment, là. Mais le fait que Vince est décrissé en ce moment, là, si Triple H pogne le téléphone et qu'il appelle Sting après son contrat, y est-tu trop tard? Ben, tant qu'il. Ben, s'il est encore actif à AEW, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas être actif à WWE par après. Là. OK. Est-ce qu'il est trop tard pour le faire, le match Sting contre Taker? Est-ce que tu veux voir ça, toi, ou tu veux pas voir ça? Ben là, il est vraiment trop tard pour vrai, à mon avis. Là. Quoique, tu peux toujours t'essayer pareil. Il n'y a rien qui empêche. Juste le fait de l'allure d'avoir ce match-là sur ta carte, là, ça va faire parler le monde. Tu as l'intérêt pour ton show, même si c'est pas bon le match. C'est un événement quand même là, de voir Sting contre Taker après tant d'années. Mais je te dirais que quand Sting est arrivé à WWE là, pour faire son affaire avec Survivor Series, là, c'est là le temps que ça aurait vraiment fallu faire contre Taker. Parce que, tu sais, il aurait pu faire un match. C'est pas ça que ça soit un match 5-star non plus. Là. Non, mais non. Juste l'allure d'avoir ça sur la carte, c'est déjà beaucoup. Fait que le monde aurait été conciliant. Là. Il n'aurait pas fait un match de merde dégueulasse. Le monde aurait dit, Chris, on a vu Taker contre Sting, c'est malade. Fait que je pense pas que ça aurait changé grand-chose en bout de ligne. Là. Moi, je pense que juste de voir les deux sur le même ring. Exact. Juste ça. Si c'est pas un match, j'aimerais ça les voir les deux sur le même ring. Moi, je pense que Taker va faire un autre match. Penses-tu, toi? Ben, là, je sais pas. Là. Ça fait quand même un bout qu'il a fait le dernier. Là. OK. En tout cas, moi, je dis ça de même, mais tant qu'à faire un dernier cinématique, tu peux en faire un contre Sting. Ouais, c'est sûr. Mais... Ou tu peux les faire apparaître les deux dans le ring, comme je te dis. C'est un segment, un moment donné. Bon, je pense que, en tout cas, on s'en vient là. Je pense que Sting est bien au-dessus en ce moment. Là. Ouais, je pense qu'il est heureux aussi. Il se fait bien traiter, donc il se fait traiter comme la légende qu'il devrait être. Exactement. Il fait ce que WWE n'a pas fait. C'est vrai. Là-dessus, oui, je te l'accorde. Malgré que Triple H, lui, se ne serait occupé mieux que ça. Parfait. Il a fait une série de matchs avec lui, il aurait battu 3 fois. Le 2 décembre 2020, oui. Sting fera son arrivée. Après que Vince McMahon ait refusé sa demande, Sting a signé un contrat avec la AEW, nouvelle fédération fraîchement arrivée, et est venu sauver son bon ami Cody Rhodes et le jeune Darby Allin contre Team Taz. Donc, c'était qui Team Taz? Il y avait Hook. Oui. Il y avait Taz lui-même. Il y avait Brian Cage, le Machine. Il y avait évidemment Powerhouse Hobbs. Et bien sûr, Ricky Starks.
On l'a vu récemment là, quand on était voir à Toronto Rampage. Là, puis, une star. ce gars-là, là, c'était un can't miss superstar. Là. Ouais, il y a tout. Puis la musique est bonne. Puis, elle est vraiment bonne, sa musique, pour vrai. Ouais. C'est rare que AEW cache avec les musiques, mais celle-là. C'est vrai. Très cool. Fait que, oui, évidemment. Et on parlait de cinématique tantôt. Ben, il y a eu ce. On n'était pas sûr si Sting allait lutter. Il a signé un contrat de plusieurs années. C'est annoncé par après. On ne savait pas s'il était capable de lutter, mais c'était pas un nom définitif. Ben, on a vu le premier cinématique match de l'histoire de la AEW qui était excellent, ma foi. J'avais adoré ça. Ouais. Justement, de Team Taz avec Darby Allin Darby Allin et Sting contre Team Taz. Donc, très, très, très beau match. Match que je pense que je vais réécouter dans pas long parce que pour vrai, ça valait vraiment la peine. Puis tu avais. Moi, je trouve qu'il devrait en refaire des cinématiques de temps en temps. Je sais pas. Il devrait. Il en est depuis un bout, non? Ben, depuis la pandémie, en fait. Là. Ouais, depuis que ça a commencé, les foules, ils ont arrêté un peu. Mais non, en même temps, des fois, c'était hit or miss, là, pas mal leur affaire. Là. Ouais. Parce que oui, celui-là était très bon, mais celui de Big Swole contre Britt Baker, c'était drôle par bout, mais c'était pas. Y a-tu un cinématique Big Swole contre Britt Baker? Oui, l'affaire au bureau de Britt Baker, là. Tooth or Nail, le match tout. Ah ouais, Ouais. On dirait que c'est comme à moitié, là, je suis pas sûr. Ben, c'est parce que, tu sais, Big Swole, elle n'a fait que passer quasiment, là, fait que non. Puis non, mais on voit des images du match sur YouTube en ce moment. Puis oui, il y avait beaucoup d'affaires écœurantes là, avec l'armée de Sting, comme on peut voir là. Puis là où il y avait un gros spot avec. Il avait pitché dans de la vitre aussi, une grosse porte de vitre. Puis Darby Allin avait rentré dedans d'aplomb. Là. Ouais, celle-là. Là. Ouais, vraiment. Là, c'était vraiment un très bel job de tout le monde dans ce match-là. Puis c'était écœurant. Puis, tu sais, évidemment, il y avait les répliques un peu de Sting, qu'est-ce qu'il faisait à WCW avec Darby, là, en haut, dans l'amphithéâtre, qui regardait ses adversaires. Puis, pour vrai, je vais faire un mea culpa, là, parce que je suis un des premiers qui chialait quand c'est arrivé. Je n'étais pas un gros fan de Darby à l'époque, là. Mais une des meilleures affaires que la AEW a faites, c'est ces deux-là ensemble. Pour vrai, ça a vraiment bien marché. Puis, je comprends pas encore aujourd'hui pourquoi. Je trouve que là, on manque de Darby un peu, puis il devrait avoir une grosse rivalité. Évidemment, il y avait le House of Black avant que tout ça pète, là, mais ça aurait été bon. Là, mais je pense qu'avec Darby, la question vraiment, c'est pas vraiment genre qu'il faut pas de Sorens parce qu'il est peut-être. Il fait tellement les matchs dangereux, si on peut dire ça comme ça, qu'il faut qu'il reste un peu. Il ne peut pas tout le temps être à l'autre Wasteman. C'est peut-être pour ça qu'on le voit un peu moins, à mon avis. Là. OK. Peut-être, mais ouais, j'aimerais ça. Puis ce qui est le fun avec ces personnages-là, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des ceintures. Donc, Mais pour revenir un petit peu sur le match qu'on vient de parler avec Titas et tout ça, est-ce que toi, tu es d'accord avec le fait que Sting a gagné le combat? Oui. Ou bien tu aurais donné ça au heel contre Sting pour donner une grosse victoire à, mettons, Ricky Starks ou non? Non, parce que. Un autre spot que je viens de me rappeler de même, c'était Brian Cage qui avait pogné Darby Allin en position de souplex. Puis il avait monté des marches avec. Oui. Il avait monté genre quasiment 20 marches avec lui. Oui, t'as raison. Tu vas me dire que Darby Allin et Brian Cage, c'est normal un peu, mais ça reste impressionnant quand même. Là. Ça reste cool, ça reste très cool. Ouais. Non, je vais répondre à ta question, non, parce que à ce moment-là, sans dire que c'était des nobody, c'était des nobody. OK. Fait qu'il n'y avait pas besoin. Je pense que juste le fait d'être dans la même pièce avec Sting, c'était déjà leur over. Puis je pense qu'ils s'en sont pas mal sortis par la suite. Là. Cage a un peu plus de misère, mais en même temps, c'était un peu le moins bon de la gang. Hobbs, on le voit plus tellement, mais le reste, je trouve qu'ils sont allés où ce qu'ils devaient aller pour l'instant. Okay. Puis que Sting puis Darby, ben, ça fait une bonne job. Non, Puis Sting n'a jamais eu peur de mettre quelqu'un over. C'est pas le gars qui se couche pas pour un gars. Je pense qu'il a perdu assez de matchs dans sa carrière pour aider les jeunes, je pense. Je pense que c'est un des meilleurs, ça. Il a accepté le fait qu'il faut donner aux autres aussi un bon nez. Tu peux pas être dans la limelight toi-même parce que sinon, c'est ça. Lui, il veut juste que son personnage paraisse bien. Ouais. Puis que, tu sais, wins or loss, ça ne matter pas tout le temps. Là. Quand tu parais bien, des fois, c'est encore mieux. Ouais. Puis Sting, évidemment, là, sans rentrer dans les détails, ça run AEW, là, pas tout match par match. Là, mais souvent, là, quand il y a des combats, là, il fait des bombes qu'un gars de son âge ne devrait pas faire, mais qui fait pareil. Là.
sauter du top d'un balcon sur 3 tables avec un gars dessus, là. Ou bien, je me rappelle, c'est quoi, c'est le couple de pay-per-view qui avait lutté contre les Young Bucks, me semble. Il avait sauté du top pas nommé, qui avait lutté sur le top de l'entrée. Il a fait un gros dive sur tout le monde. C'était vraiment impressionnant. Puis Sting, des fois, il mange des coups de chaise, puis il ne le vend pas, puis il fait son fameux. Non, pour vrai, AEW l'utilise vraiment très bien, Sting, pour vrai. Oui. Puis, serais-tu contre l'idée de faire peut-être une petite run en champion par équipe, Darby et Sting? Serais-tu contre ou pas? Ou pas ou contre? Je ne serais pas contre, mais je pense qu'ils n'en ont pas besoin. Non. Une question de besoin, je pense pas. Mais ça pourrait être cool de voir Sting gagner une belt avec Darby Allin comme tag team. Surtout qu'ils ont un tag team des belts de toutes les fédérations quasiment à Star, là, Ring of Honor, tout ça. Fait que ça pourrait être peut-être intéressant à mon avis. Là, mais en même temps, je comprends pourquoi ils ne le feraient pas. Oui, c'est ça. Puis moi, je pense qu'ils sont corrects dans leur personnage. Je pense que Darby, c'est un gars de personnage aussi. C'est un gars de. Tu sais, c'est un peu un Mick Foley à sa façon. Ouais. Dans le sens que quand il va gagner quelque chose, quand il gagne quelque chose, c'est impressionnant parce qu'il a tellement tout mis son corps en danger qu'on va être derrière lui. Ouais. Mais non, c'est très, très, très cool pour Sting. Puis je ne sais pas ce que la suite nous réserve. J'espère juste, par exemple, qu'il ne fera pas trop le fou parce qu'il a quand même 63 ans. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ce qui termine. Sting toujours actif à la AEW. Évidemment, il ne lutte pas chaque semaine. Un bon ambassadeur. C'est un des rares qu'on fait la bio et qui est encore actif. Oui, c'est vrai. C'est un des très rares. Écoute, beaucoup de respect pour Sting. Puis ce que je voulais dire, c'est que par rapport à Sting, vu que la bio est terminée, c'est que des fois, je ressens un peu de pitié pour lui dans le sens que je trouve ça plate qu'un gars qui est autant impliqué, autant passionné, que se soit fait massacrer, mais il y a tellement de résilience, ce gars-là, que c'est toujours levé, là, parce que pour vrai, il y a beaucoup de gars qui n'auraient pas tout passé à travers ce que Sting a passé, niveau booking, je parle. Ouais. Moi, quand je pense à Sting, vraiment, là, le vrai affaire qui me vient en tête, c'est que c'est un locker room leader, là, vraiment, là, comme quoi c'est vraiment, il a le cœur à la bonne place, puis il est là il est loyaux, il a de la loyauté à la cause, puis non, vraiment, Sting, là, pour moi, c'est genre un top-notch guy, pour vrai, là, côté backstage, surtout. Là. Ton meilleur moment de Sting overall? C'est dur. Évidemment, j'ai beaucoup aimé quand il est venu des Dolph Ziggler, là. Puis je me rappelle parce qu'on a, je ne sais pas si tu te souviens, on était au cinéma pour voir ce pay-per-view-là. Je me souviens pas, non. Tu te souviens pas? OK, ben, on était au cinéma, puis j'avais vraiment marqué out, vraiment, au Star City, pour ne pas être nommé. Puis non, c'était vraiment intéressant. Sinon, je te dirais, WCW, le moment que je t'ai parlé tantôt, là, avec la tête d'Hogan qui tient sa tête, puis Sting qui revole avec lui, je te dirais ça. Puis sinon, il y a pas grand-chose vraiment de Sting qui je fais « Wow, si Sting, c'est malade! » Mais je respecte ce qu'il a fait pareil, évidemment. Ouais. C'est juste que c'est pas mon dada, mettons. OK. Moi, mon meilleur moment, c'est vraiment le Arneus qui pète la NWO au complet. Aussi, c'est mon moment le plus marquant. Robocop aussi. Oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé, je l'avais dans mes notes. Je m'excuse. Ouais, Robocop était là dans le début des années 80, dans sa rivalité contre Flair, entre autres. 90. 90, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, c'est vraiment ça. Je serais menteur de dire contre Flair parce que là, je l'ai réécouté plus récemment. Je n'avais jamais vu vraiment les matchs avant. Mais si tu me parles de matchs, évidemment, contre Flair et AJ Styles, c'est mes 2 matchs préférés. OK. Mais mon moment marquant, c'est vraiment le Arneus qui pète tout le monde. Puis rivalité contre Hogan aussi était très forte, là, malgré le match. Là, j'avoue que... Puis, bref, un autre moment aussi, je me rappelle, c'était à TNA. C'est que Sting est en rivalité avec Rob Van Dam à l'époque. Ouais. Puis, Hardy il tapait le monde il tapait les fans comme ils font les babyface d'habitude. Puis, il y avait un gars qui était à première rangée, qui avait un masque de Sting. Ouais, il a frappé RVD avec une chaise, puis il a enlevé son masque, puis c'était Sting. Ah, oui. Ça, c'était quand il fait ça, vraiment cool là, comme idée. Là. Un gars qui se cache avec un masque de sa propre face à lui, là, je trouve ça vraiment drôle. Ouais, c'est comme c'est de l'absurde au maximum. Ouais, c'est ça. Je suis rendu à la suggestion des matchs avant qu'on vous quitte pour ce merveilleux podcast. Oui. Un très long podcast quand même, mais Sting a une très longue carrière. Donc, exactement, ça va avec. Ça va avec.
Puis pourtant, je ne suis pas le gars qui allonge beaucoup les podcasts, mais là, si je fais un podcast d'une heure avec Sting, il va me faire tirer des roches, c'est sûr. Mais les bios, c'est un peu plus dur de garder ça plus bref. Dépend c'est qui, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons, comme on va vous annoncer la prochaine bio après, je pense pas que ça va topper le 2 heures. C'est plus facile de rentrer à 1h15, 1h30. T'es-tu prête? Oui, j'étais parti quelques secondes. Je vous ai déjà beaucoup vendu la salade avant, mais je vais vous le revendre encore. Sting contre AJ Styles à Bound for Glory. Je pense que c'est 2008. Allez voir. De toute façon, vous écrivez Bound of Glory de Sting contre AJ Styles. Ils n'ont pas eu plusieurs matchs à Bound for Glory. Fait que ça va être ce match-là. Sting contre Ric Flair, American Bash 90. Il y en a un beaucoup, mais ça en a un bon. Puis c'est la première victoire de Sting pour le championnat NWA. Donc, avec le maquillage des États-Unis de Sting dans le visage. Sting contre Big Van Vader à Starrcade 92. Un très, très gros match physique dans leur WrestleMania WCW à l'époque. Ouais. Sting et Lex Luger contre les Steiner Brothers. Sting et Luger et Rick Steiner étaient surtout Rick plus que Scott. Là. Rick était beaucoup ami avec Luger puis Sting avant Scott, là, mettons. Là. Ouais. Fait que c'était très proche, fait que ça a donné des bons matchs. Allez voir ça, il y a eu quelques matchs, là, vous pick and choose, mais ils ont des bons matchs ensemble, les 4, parce que c'était des bons amis. OK. Et un match que peut-être que ça passait sur le radar pour certains, mais Sting contre, évidemment, Bret le Hitman Hart à Halloween Havoc 98 pour le titre des États-Unis. Donc, un match que je vous conseille fortement. Il y avait un match entre les deux aussi à Mayhem, si je ne me trompe pas, pour la finale du tournoi. Là. Peux-tu? Oui, c'est vrai, c'est à Mayhem. C'était à Toronto, je pense, même ce show-là. Bret était heel à ce moment-là, je pense. Ben là, pas ce soirée-là. Non, mais il était heel avant d'arriver à Toronto. Ouais. Mais allez voir ça, ces matchs-là, ça vaut la peine. Puis il y a plein de beaux moments de Sting aussi avec plusieurs Sting, contre Hogan, Halloween avec tous les Sting qu'on avait parlé dans nos reviews aussi. Là. Halloween avec 2000 avec Jeff Jarrett, ouais. Avec Jeff Jarrett, c'est ça. On parlait de Jarrett tantôt. Fait que, allez voir ça. Puis, mad respect à l'homme qu'on appelle Sting! Ouais. C'est pas un icon pour rien. Non. Non, vraiment pas. Fait que c'est ça. C'est tout. Fait que it's Sting! Puis it's en 2 chaises de métal. Fait qu'évidemment, merci beaucoup, Marco, d'avoir fait la belle biographie. Toujours très bien fait quand vous faites votre bio, cher monsieur. Merci, TJ. J'apprécie ces mots de votre part. Ça fait plaisir. Puis évidemment, tu veux-tu parler de la biographie la prochaine ou tu veux garder ça pour plus tard? Tu l'as dit tantôt pour la dire, fait qu'on pouvait la dire, sinon c'est un peu le chien. La dernière biographie de l'année 2022, et oui, l'année tire déjà à sa fin, mes chers amis. La dernière? La dernière biographie. C'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière, je m'excuse. Non? Non, c'est la dernière. En décembre, on n'en a pas. On n'en a pas en décembre. Donc, c'est la dernière biographie. Je veux pas faire de jeu de mots plates, là, mais on finit ça en toute beauté. On finit ça en toute beauté. Une des... On va y aller avec la lutte féminine. Oui. La personne qui a remis la lutte féminine sur la map, la révolution... Yes, j'ai hâte en crise. Non. La révolution avant la révolution, et je suis 100% sur la même stratosphère que elle, et j'ai nommé Trish Stratus. Oh, it's time to rock and roll. Oh. This time I'm in control. Oh. Ouais. On va-tu parler du match avec John Cena qui n'a pas sa joie avec elle? On peut en parler, mais oui, probablement. Okay. On va faire ça, j'ai bien hâte de parler de ça. Oui, donc la diva, mais surtout la lutteuse, une strong woman que ça n'a pas été facile dès le début. Elle s'est retroussée les manches et elle est devenue une des meilleures de tous les temps. Exactement. Fait que prochainement au podcast, la biographie de Trish Stratus. Stratus Faction Guaranteed. 2 semaines, TJ. Dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines, mais dans 2 semaines. La semaine prochaine, par exemple, on a un rétro review. On finit le mois d'Halloween, c'est ça, hein? Oui, pendant que Marco cherche dans ses photos, pour mettre ça sur YouTube, je vous dis que le prochain rétro review sera la semaine prochaine pour la période d'Halloween, pour la fin du mois d'octobre, de Halloween Havoc, version 1995. On voit sur YouTube le thumbnail, en passant, il faut en parler. Oui.
On va remercier David Lausier d'avoir fait nos thumbnails de Sting et de Halloween Havoc 95 sur YouTube. Et aussi, on veut remercier Yann O'Kane d'avoir aidé beaucoup les derniers mois là-dessus. Ouais, merci, Yann. Arrête donc, là. Merci, Yann. Merci. Non, merci. Merci beaucoup, les gars, de nous aider pour les thumbnails. Ouais. La semaine prochaine, Halloween Havoc 95, suivi de Trish Stratus. Et on dit-tu? La semaine prochaine, après le podcast la semaine prochaine, on va parler de ce qui s'en vient au mois de novembre, à part Trish Stratus. La semaine prochaine, au podcast, après Halloween Havoc 95, manquez pas ça. Sur YouTube, Balado Québec, Spotify et Apple Podcast. Allez voir le Being the Elite. Allez voir TikTok, où je mets de plus en plus de vidéos. Nos petits trips à Toronto, on a fait des vidéos bien fun. Et d'autres choses qui s'en viennent prochainement. Et surtout, les vacances approchent, mon soeur TJ. J'espère qu'on va se faire des beaux biscuits de Noël ensemble. Oh, parfait. Des bonhommes à pain d'épices. Yes, sir. En parlant de pisse, j'ai envie, fait que tu closes tout ça. OK, ben on peut bien. T'as fait ça pour moi tantôt, fait que je peux me rendre l'appareil. Fait que merci, Marco. Merci à moi-même. Merci à vous, chers auditeurs. Et n'oubliez pas, on y va!